Franchement, il y a une deuxième génération qui arrive, je pense qu'il y a encore plus faim parce qu'ils se disent wow, c'est possible. Les pays forts comme l'Ukraine, Tadjikistan, Kazakhstan, ils ne calculaient même pas. Ce qui est fou avec la cage, c'est ça, c'est que c'est plein d'histoires qui se rejoignent pour à la fin faire une grosse histoire. Bienvenue dans The Untold Podcast. Dans ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de la Cage Coaching pour plonger dans l'univers du MMA. Ce podcast sera décliné en 3 vidéos. Dans la première partie de la première vidéo, nous allons discuter avec les fondateurs et le manager du club. Ensuite, avec leur coach en deuxième partie. Dans la deuxième vidéo, nous allons échanger avec 2 combattants amateurs sur leur parcours et leur vision du MMA. Dans la troisième partie, nous allons discuter avec 2 combattants professionnels pour découvrir les coulisses du haut niveau. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir le projet. Commençons par la première partie avec Thibaut Paoletti, créateur et manager de la Cage Coaching. Islam Issaev, co-créateur et coach spécialisé en sol. Maga Mounayev, co-créateur et coach expert en pied-point. Comment vous allez les gars? Salut, toi, Ça va bien. Ça va bien. Tout se passe bien? Merci Super. à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Parlez-nous un peu de la création. À quel moment vous vous êtes dit on va créer un club? C'était il y a 4-5 ans. À ce moment-là, le MMA n'était non seulement pas connu, mais il n'était pas reconnu non plus. Donc c'était un peu compliqué, je sais, de créer un club. Mais déjà, j'espère que tu as le temps parce que c'est long. Bien sûr. Non, mais de base, nous, on n'avait pas cette intention de faire un club de MMA. Et ça fait donc plus ou moins une dizaine d'années moi, que je pratiquais des sports de combat. Et avec le temps, j'ai cherché une structure pour pouvoir m'entraîner. Et je ne trouvais pas vraiment quelque chose qui me correspondait donc, avec un club où il y a vraiment une mentale, où il y a vraiment une manière de se dépasser, où je ne trouvais pas, tu vois. Et un jour, donc, après avoir poussé les portes de plusieurs salles, je pousse la porte de la salle de Maga, qui est ici à côté de moi. Et là, en fait, j'y trouve tout. Je me dis, wow, c'est une dinguerie, tu vois. En fait, j'avais cet aspect préparation physique, il y avait cet aspect striking, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment de MMA, c'était vraiment du pied-point. Il était coach, c'était kickboxing, hein, je pense, ton club. C'était le KS Martial Sport. Et donc, à ce moment-là, quand je pousse les portes de sa salle, déjà, je crois que je fais un AVC premier entraînement parce que, laisse tomber, c'était trop difficile pour moi, alors que dans mes autres clubs, j'étais vraiment bien, tu vois. Et donc, en fait, je me retrouve là et je me dis, mais il se passe quelque chose quoi, là-bas, tu vois. Il y a vraiment, que ce soit, tu vois, l'entraîneur, en fait, la manière dont il parlait aux élèves, la manière dont sa présence, tu vois, enfin, voilà, il y avait vraiment, il se passait quelque chose dans la salle. Et en plus de ça, les adhérents qu'il y avait là-bas, donc à l'époque, il y avait déjà Mofsar, il y avait Steven, il avait beaucoup d'autres adhérents, tu vois, qui étaient quand même fort connus. Il y avait Sinan, je pense, il y avait Saifullah et tout ça qui était chez toi. Et donc, tu vois, tu rentres dans le club, il y a une aura, quoi. Tu vois, c'est vraiment solide. Mais du jour au lendemain, il y a le Covid. Et donc, en fait, voilà, les salles ferment. Maga, voilà, il prend une autre direction professionnelle. Il s'en va, en fait, en Suisse. Et on se retrouve un peu livré à nous-mêmes, entre guillemets, quoi, tu vois. Et moi là-bas en fait donc j'étais un adhérent comme les autres et puis sauf que je voyais Mofsar, Steven tout ça qui s'entraînaient comme des fous et je me disais mais enfin c'est pas possible qu'ils restent un peu à rien, tu vois, c'était des jeunes quand même à l'époque, ça fait déjà 4 ans, tu vois, ils avaient 20 ans et donc je me disais faut qu'on fasse quelque chose en fait avec ces jeunes, faut pas qu'ils tournent à rien, tu vois, parce que c'est des jeunes prometteurs et talentueux. Et donc, je me suis dit que j'allais un peu, entre guillemets, les prendre en main, mais avec l'aide de Maga, même s'il est toujours s'il est en Suisse à cette époque, tu vois. Et donc, je fais un call avec Maga et tout ça, on voit un peu comment est-ce que je peux faire les choses, parce que j'avais pas cette prétention d'être un coach de MMA ou un coach tout court, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça parce que j'aime ça, mais voilà. Et du coup, je dis à Maga, comment est-ce qu'on peut faire? Bref, j'ai réuni un peu 2-3 piliers de la cage et je fais une visioconférence avec Maga et je leur explique un peu un projet qui moi-même, je ne sais pas où ça va nous mener, mais je me dis juste, ouais, les gars, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour vous encadrer. Moi, à l'époque, j'avais un projet un peu différent. Et c'est comme ça que je l'avais nommé La Cage. C'est très bizarre, mais je voulais faire des combats dans mon jardin, tu vois. Et donc, j'avais commandé, si tu veux, une méga structure métallique, tu vois. Celle que tu as maintenant. Celle que j'ai maintenant, tu vois, chez moi. Et je voulais faire des combats là,
tu vois, avec des gens un peu comme YFC, ils Un peu faisaient, en tu mode vois. illégal, Voilà. on va dire, parce qu'à l'époque, c'était pas trop. Ouais, tu vois. C'était une zone grise, non? À ce moment-là, c'était pas légal, pas illégal. On sait pas trop, tu vois. Enfin, si, c'était légal, mais juste, les gens voyaient pas le MMA comme on le voit maintenant, quoi, tu vois. C'était pas... maintenant, on voit un peu ça en mode, tu sais... c'est bien vu maintenant, ça commence à être bien vu, mais à l'époque encore c'était bagarre, quoi, tu vois. Et moi je me dis, ouais, je vais faire ça dans mon jardin et tout ça, et donc en même temps donner des cours un peu de préparation physique, enfin je savais pas où j'allais, tu vois, mais j'avais des gars à côté de moi qui je me disais, ouais, ils sont trop chauds, entre guillemets, il faut que j'en profite un petit peu aussi, et en même temps, ben, j'ai envie de les aider à aller là où ils veulent aller, tu vois, ils veulent se dépasser, ils veulent faire des grandes choses, ben en fait on a des rêves plein la tête, let's go, on va le faire, quoi, tu vois. Et du coup, on commence cette structure, je l'appelle La Cage. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on commence à faire de la pub avec ça. Et puis, j'ai plein de problèmes avec mes voisins, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, les combats, laisse tomber, on va pas faire parce que ça prenait un peu d'ampleur, tu vois. Et petit à petit, en fait, plein de gens pensaient qu'on faisait un club de MMA. Et donc, je recevais plein de demandes de clubs de MMA, tu vois. Enfin, pour faire des cours de MMA, en fait, tu vois. Et donc, je me dis, oh, mais moi, je suis pas légitime pour donner des cours, tu vois. Et Mofsar, à l'époque, il avait pas envie, tu vois. Enfin, je veux dire, il voulait juste se bagarrer, quoi, tu vois. Et ils avaient besoin d'être encadrés. Et donc, j'en parle avec Maga, tu vois, toujours par visioconférence, puisqu'il est à 700 km. Et donc, il me dit, mais en fait, c'est pas une mauvaise idée. On va essayer de faire un club, tu vois. Il faut juste essayer de trouver quelqu'un. Je te passe les détails. Impossible de trouver un coach en striking. Du coup... on se dit, bah, tiens, on va prendre Moss. Voilà, il voulait être encadré, mais on va essayer de faire un truc un peu autour. Voilà. Et c'est lui, du coup, qui a pris le striking. Et là, Maga me dit, mais moi, j'ai un gars, si je voulais faire un jour équipe avec quelqu'un pour faire un club de MMA, je te jure, c'est lui qu'il faut appeler, quoi, tu vois. Et donc, il me donne le numéro d'Islam. Tu vois, et je lui sonne et direct il est bouillant, tu vois, juste non, c'est faux. c'est faux, je suis pas bouillant du tout. Vas-y, je te laisse expliquer le... Toi, tu reçois un appel et puis tu te dis quoi? Moi, tu vois, j'ai déménagé, j'ai quitté Namur. Enfin, je me suis installé près de Bruxelles pour travailler et tout. Et là, quelqu'un qui me téléphone, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu. Lui, il me dit, voilà, il m'explique le projet. Et moi, dans ma tête, je me dis... En fait, franchement... Surtout, il faut savoir, quand Thibaut il a un projet en tête, il t'explique, il est trop brouillon. Et toi, tu viens de découvrir le truc et le mec, il est tellement chaud. Tu sais pas de quoi tu dis, mais parle, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Mais surtout, tu es d'accord avec moi qu'à Namur, il y a souvent des clubs qui apparaissaient. Ouais, c'est vrai. Et ils se fermaient directement, tu vois. Ouais. Donc, je n'ai vraiment pas cru au projet, tu vois. J'ai suivi parce que je connaissais Monsal, je connaissais Steven déjà, parce que j'étais déjà dans leur coin, sans être leur coach, parce que Maga, elle m'avait déjà invité. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller, je vais écouter, je vais voir ce que ça va donner. Mais... faut dire quelque chose, que Thibaut, c'est un rêveur en fait. Ouais. Et il est ambitieux. Et en fait, au bout de 2-3 mois, j'ai cru en son rêve. J'ai cru en son projet. Et je ne regrette absolument rien. Surtout que ensemble, directement, nous avons pensé qu'il faut aussi faire revenir Maga de Suisse. Et donc, vous l'avez réussi, je crois. On a grandi avec Maga, on a grandi à Namur, on a grandi ensemble depuis que je suis arrivé en Belgique. On a fait beaucoup de choses ensemble, des choses bien et pas bien. Et c'est vrai que lui, il est devenu coach avant moi. Je le regardais et je pensais souvent, en fait. Je prenais un petit peu l'exemple sur lui, parce que il a arrêté sa carrière de l'athlète pour devenir coach et encadrer les jeunes. Et pourquoi pas, en fait. Donc, directement, on s'est dit, on a la même mentalité, on a la même vision. Et quand, dans le projet de Thibaut, je savais que plus tard, on va faire revenir à Maga. Donc, ça m'a juste... chauffé encore. On ne savait pas encore comment on allait faire, mais en fait, on savait qu'on allait le faire. Tu vois, ce qui est fou avec La Cage, c'est ça, c'est que c'est plein d'histoires qui se rejoignent pour à la fin faire une grosse histoire. On dirait un film comme ça. Ouais, ça. Chacun part de son côté. Quand j'ai démarré, moi je me disais, ouais, un jour, moi je vais prendre Islam et moi Islam. Mais Islam n'était même pas au courant. Hein. Moi dans ma tête, j'étais comme ça, je me dis, je vais lancer un truc. Parce que quand j'ai démarré, j'étais le seul à démarrer. Et pour moi, je sais pas si tu te rappelles, hein, mais quand tu me donnais un cours privé là, dans ta salle, je t'ai dit, ouais, mais tu sais quoi, moi j'aimerais bien ouvrir une salle de sport. Tu vois, et tu m'as dit, ouais, mais moi aussi j'aimerais bien faire une salle de sport. Et on se disait, mais. Tu vois, sans savoir quoi que ce soit. J'avais des rêves, mais je pensais pas que lui aussi, il avait les mêmes. Du coup, on a échangé vite fait, tu vois. Et après, en fait, quand je suis parti, quand il a pris les choses en main, je me suis dit, ouais, c'est trop stylé, tu vois. Et du coup, même si j'étais loin, j'essayais de revenir et tout. On essayait de vraiment... En fait, c'est vraiment plein d'histoires qui se sont rejoints. Et
c'est ça qui fait aussi la beauté du truc, c'est que si tu parles tout seul à Islam, bah, il a une histoire à raconter concernant la cage, comment c'est arrivé. Alors qu'au départ, il n'avait pas du tout l'intention de créer la cage. Bah, lui, c'est pareil, moi, c'est pareil. Et à la fin, ça a créé une belle chose. Et en fait, c'est une structure qui, du temps de moi et Islam, quand on était sportif, bah, on pouvait pas. On n'avait jamais eu cette structure. Et aujourd'hui, bah, vraiment, le truc qu'on est le plus fier, c'est ça, c'est qu'on puisse proposer aux jeunes ce que nous, on n'a jamais eu. Et ça, c'est trop bien. Surtout que je trouve que vous êtes complémentaires parce que chacun a son domaine, chacun est bon dans un truc. Lui dans l'orthographe et administration, vous dans vos domaines, et ça se complète vraiment. Je pense que c'est un des clubs le plus complet, même, je dirais, en Europe, parce qu'on a préparateur physique Kenny qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. On a manager, on a coach en pied-point, coach en sol. Donc, il y a très peu de salles où il y a autant de coachs et où les jeunes sont autant encadrés. Ouais, sans parler de la salle aussi. Sans parler que la salle est super équipée, on a tout ce qu'il faut à la salle. Exactement. Et pour une équipe amateur, exactement. Donc là, on vient seulement de passer en pro, on vient d'avoir des pros nous, on a monté en pro. Donc c'est très intéressant. Et c'est la suite qui va être encore plus intéressante, je pense. C'est ça. Mais en fait, sans prétention aucune, je pense qu'il y a très, très, très peu de teams, sans remettre en question leur talent ou quoi que ce soit, qui ont autant sacrifié que nous, tu vois. Dans le sens où, peu importe quel élément de la team, on a tous sacrifié quelque chose, tu vois, que ce soit du temps, de la vie de famille, que ce soit à des kilomètres. Enfin, lui, il est revenu de Suisse carrément, tu vois, pour venir ici. Islam, il fait de Bruxelles à Namur plusieurs fois par semaine, tout le temps. Il donne des cours. Enfin, en plus, on a tous un travail sur le côté. Les athlètes, c'est la même chose. Ils ont sacrifié leur vie, tu vois, pour le faire. Et je pense que c'est vraiment le fait que tout le monde ait cette même optique et ce sens du sacrifice qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, tu vois. Et justement, en parlant de sacrifice, qu'est-ce qui a été le plus difficile au début pour la création? Parce que je vois que vous étiez assez complémentaires. Le fait qu'il y en a un qui appelle l'autre et puis chacun a des contacts, etc. Donc ça, j'imagine que c'était pas le plus difficile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Moi, pour démarrer, au début, c'était difficile parce que j'étais tout seul. Parce que quand j'ai démarré le premier club, c'est là, en fait, quand je partais en Suisse, j'étais parti un petit peu avec dégoût parce que ce que tu dis là maintenant, les trois rôles là, on va dire, le plus important, c'est moi, je le faisais tout seul. Et là où je pense qu'après, le moment où c'était plus difficile pour Thibaut, c'était aussi le moment où le fait que moi, j'étais pas là, il était tout seul. Et je pense qu'il a goûté un petit peu à ça, de devoir tout gérer. Et ça, ce côté-là, c'est un peu difficile. Mais depuis qu'on s'est rejoints et qu'on est ensemble, c'est sûr, il y a plein de choses difficiles, mais je trouve que même s'il y a des manquements, même s'il y a des choses difficiles, on continue à avancer quand même. Parce que le jour où toi, tu n'es pas en forme, bah, Islam prend le relais ou lui il prend le relais. Et quand on est ensemble, vraiment, ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer même quand c'est difficile. Et niveau administratif, à l'époque, vu que ce n'était pas reconnu, en fait, c'était une zone grise. Tout ce qui était MMA, parce qu'on avait la boxe, on avait le JB. Franchement, on a quand même un peu de chance dans le sens où la BMMAF, pour ça, elle est quand même très réactive, tu vois. C'est assez simple de faire un club de MMA. Déjà à l'époque, c'était simple. Franchement, Ludo, pour ça, je peux te dire que c'est simple parce que moi, je viens du kickboxing et en kickboxing, c'est compliqué. Pour faire une assurance, tu dois encore passer par la poste. Tu dois envoyer une lettre par la poste. Alors que à la fédération MMA, bah, tu vas juste sur le site, tu fais une inscription sur le site, tu reçois toi, tu peux faire ton virement sur le site et tu es assuré, tu es en ordre. Franchement, à ce niveau-là, il faut dire la vérité, Ludo, il assure et je trouve qu'à ce niveau, il y a un bon travail. C'est le président de la fédération. Celui qui était là justement au championnat européen. C'est ça. Non, c'est intéressant de savoir parce que je sais que nous, en tant que public, en tout cas à l'époque, ceux qui ne sont pas lancés dans l'administratif et dans les démarches que vous avez faites, on pensait, surtout avec la France et puis ce qu'il y avait sur YouTube, on pensait que c'était un peu chaud de lancer un club. C'était une zone grise, que c'est difficile, mais ça veut dire que la Belgique était assez avancée à ce niveau-là. Ouais, franchement. Et où en est-on aujourd'hui alors avec le MMA en Belgique? Sincèrement, on fait peur. Là, actuellement, je vais plus parler de monde amateur. À l'époque, quand les pays forts comme l'Ukraine, Tadjikistan, Kazakhstan, ils arrivaient, ils ne calculaient même pas. Maintenant, en fait, ils ont peur dès qu'ils voient dans le bracket, ils voient qu'on doit affronter un Belge. Donc, ils ont directement un stress parce que rien que le dernier championnat d'Europe, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de Belgique. 7 médailles pour la Belgique. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Mon sœur qui est champion d'Europe, c'est le premier champion d'Europe dans l'histoire de Belgique. Il y a Patrick qui est devenu champion du monde. Pareil, c'est le premier champion dans l'histoire de Belgique. Donc, je pense qu'on est assez bien. Là, cette génération de Patrick, mon sœur, Steven, là, ils sont passés en pro.
Et ils font des très jolis résultats, je trouve. Ouais, je pense qu'on est vraiment la génération en or et ça fait plaisir justement de faire partie de cette génération et d'avoir été, entre parenthèses, ceux qui ont guidé cette génération pour faire ce genre de résultats. Et en fait, le truc, c'est qu'en amateur, on a fait des résultats de fou et ça devient encore plus intéressant parce que ces amateurs qui ont choqué le monde, entre parenthèses, le monde du MMA, ben là, ils passent pro et on a hâte de voir la suite. Ben, on voit par exemple déjà Moussar 5-0, Patrick, je crois 5-0, 6-0 et... Non, regarde, prends Keita. Là, c'est vrai que c'est juste parce que c'est pas francophone. On ne parle pas d'eux, mais par exemple Keita qui vient de gagner 1 million, qui est Boladji qui en est ici. Il y a Moussar, il y a Patrick, il y a... Alvi. La France entière, elle parle d'Alvi. Ouais, même là, quand on est au championnat aux EMAF, on parle tout le temps d'Alvi. Et encore parce qu'il est vraiment impressionnant. Parce que vraiment, même chez nous, on a des jeunes qui sont extrêmement prometteurs. Et c'est certainement comme ça dans plein de clubs. Donc, franchement, il y a une deuxième génération qui arrive. Je pense qu'il y a encore plus faim parce qu'ils se disent wow, c'est possible, en fait. Tu vois, parce que nous, entre guillemets, je dis nous, mais on a un peu ouvert les portes, tu vois, du MMA en Belgique. Et... voilà, tu vois, maintenant, il y a des jeunes qui ont un chemin qui est presque tracé, tu vois, même que ce soit chez nous, ils prennent beaucoup en exemple Mofsar, et c'est normal parce qu'il a ouvert énormément de portes pour le MMA en Belgique, mais fatalement pour nos jeunes à nous, tu vois. Justement, je vais faire une parenthèse, tous les noms que tu as cités, c'est les noms qui ont ramené aussi plusieurs organisations d'autres pays, par exemple de France, en Belgique. Mofsar qui a ramené l'AEC, petite parenthèse aussi justement là-dessus. Sûr. PFL avec Patrick. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que la Belgique est assez importante à ce niveau-là pour ramener des organisations. En fait, c'est ça qui est fort aussi, c'est que on a tellement gonflé le truc, c'est que les organisations se sont commencées à se dire, en fait, il y a un truc à faire en Belgique. Il faut qu'on aille en Belgique parce qu'il y a des jeunes très connus, très prometteurs. Il faut qu'on aille faire un show chez eux parce que le public il demande. Et ça, comme je disais, cette génération, on fait partie et c'est vraiment bien, c'est satisfaisant parce que ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose à proposer. Ça veut dire qu'on a réussi à prendre la lumière chez les autres et la mettre sur nous. Et c'est top, il faut continuer comme ça. Et je pense que d'ici peut-être 5-10 ans, on sera l'élite du MMA. La Belgique sera dans l'élite du MMA et ça, c'est top. En Europe, elle l'est déjà parce qu'on parle beaucoup de la Belgique. Bien sûr. Je dis maintenant, les Français qui viennent ici en Belgique. C'est que c'est un plus petit pays, donc fatalement, c'est un peu plus. C'est difficile qu'il y ait un engouement comme par exemple en France. Mais je pense que ça va venir petit à petit quand les grosses organisations vont venir aussi en Belgique, quand ce sera un petit peu plus... C'est quand même démocratisé, mais j'ose espérer quand même que dans quelques années, il y aura des gens qui iront voir des combats de MMA comme ils vont voir des matchs de foot, quoi, tu vois. Déjà qu'on a maintenant l'AEC qui va venir à Liège, ça parle beaucoup parce que moi je connais ça grâce à vous et puis avec l'entourage avec qui on est, donc on parle de ça, c'est normal. Mais tu as plusieurs personnes qui parlent de ça. Soit après, parce qu'on a presque fini les négociations, parce qu'on aura un gros nombre quand même pour le 7 juin pour Moussar. Donc ça va être le feu, j'ai hâte. Avec Maga, hier, on était en train de réfléchir, on était en train de checker l'adversaire. Enfin, nous avons accepté, nous n'avons même pas pris beaucoup de temps pour accepter. On ne le fait jamais d'ailleurs. Donc j'ai hâte. Pour continuer sur les anecdotes, on se rend compte parfois, parce que quand tu es occupé dans le truc et que tu es en train de construire, à entraîner les gens et tout, tu vois pas le bruit qu'il y a autour. Tu m'avais dit ça. Ouais, tu le vois pas parce que tu es dedans. Mais parfois, tu reçois certains messages, certaines réactions qui te font réfléchir. D'ailleurs, sur le chemin, on parlait. Là, on a lancé des nouveaux vêtements à la cage. Il y a des mecs qui nous contactent, ils sont jamais venus à la cage. Ils sont jamais venus, ils s'entraînent pas, mais tellement ils suivent la cage, tellement ils ont vu, ils veulent acheter des vêtements. Par exemple, ça, c'est la preuve que en fait, c'est plus grand que ce qu'on nous on pense alors qu'on est à l'intérieur. Nous, on se dit on est un petit club, on est un petit club, on essaie de s'en sortir, on essaie de monter des gars et tout. Mais à l'extérieur, il y a des gens qui nous suivent réellement, ils voient ce qu'on fait, ils nous voient à la télé, etc., etc. Et c'est quand ils viennent, la mec, je sais pas moi, un padré de 40 ans, il veut porter le t-shirt La Cage parce que ça le fait kiffer, parce qu'il le voit à la télé, c'est une réussite, tu vois. Ça veut dire que vraiment le truc, il est gros. C'est aussi, je pense, de par vos valeurs et de la manière dont vous vivez, que vous attirez aussi les gens. Justement, on va en parler des valeurs de La Cage. D'abord, personnel à vous aussi, comment vous êtes entre vous. Vous rigolez, vous disputez comme tout le monde, mais vous êtes, le plus important, c'est que vous êtes vraiment soudés. Et vous êtes honnêtes avec les uns avec les autres. C'est trash comme vous parlez. C'est marrant, moi ça me choque pas. C'est marrant, mais on voit que c'est vraiment c'est marrant comment tu bonne le vois de ambiance. Non, mais vraiment, genre je viens à l'entraînement, il va taper quelqu'un parce qu'il a mal fait l'exercice, j'en rigole. Alors que autre part, je serais choqué.
L'ambiance, elle est tellement bien, ça devient drôle. C'est Même si c'est moi bienveillant, qui viens ouais, de taper, c'est ça. j'en rigole, tu vois. Alors que c'est pas partout comme ça. Il y a moyen de mal prendre ça. Mais de par vos personnages, de par vos valeurs aussi, que vous véhiculez, justement, je pense que c'est ça qui rend aussi la chose attachante. Et justement, parlons des valeurs que vous avez et des principes que vous avez à la cage. Parlez-nous un peu de ça, comme ça, le public va encore plus s'intéresser, ceux qui ne connaissent pas la cage. Comment ça se passe chez vous? Je pense que beaucoup de gens, ils s'imaginent, ouais, la cage, il y a un coach striking, il y a un coach grappling, vraiment, ça doit être technique et tout. Mais en dehors de la technique, en dehors de tout ça, on est très exigeant avec les gars. On a certaines codes qu'on demande à la salle. Enfin, ne serait-ce que, c'est un peu marrant, encore une fois, l'histoire des gros mots, par exemple. Il n'y a personne qui va dire un gros mot. Il n'y a personne qui dit un gros mot à la salle. C'est pas beau, c'est pas joli. Là, en dehors de ça, par exemple, quand il y a un gars qui vient à la salle et que le mec, c'est un gars qui est pas bon à l'école ou quoi, moi, Islam, on l'attrape, on le met sur le côté, on lui dit écoute, si tu veux faire des grosses organisations, AEC ou autre, PEF ou autre, bah, faut que tu apprennes à parler. Va lire un livre, fais un truc. Parce que je veux pas ramener un mec qui sait se battre, mais qui sait pas s'exprimer devant des micros où des milliers de personnes vont le voir. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un petit peu le game changer du truc, c'est qu'on est exigeant pas que dans la technique ou pas que dans le combat. On essaye de vraiment avant tout, et je pense que c'était pareil pour Islam, mais c'était pareil pour moi quand on démarrait. Et Thibaut on a toujours été dans la même mentalité. C'est le fait on a toujours exigé aux gens que ce soit des hommes avant que d'être un champion, que tu veux. Les valeurs avant tout, c'est très important. Il faut que tu sois correct dans ta vie. Et après, si tu veux, deviens un sportif, deviens un champion du UFC, tout ce que tu veux. Mais avant tout, si tu veux nous côtoyer, si tu veux nous suivre, sois un homme. Et ça, c'est le plus important. J'ai l'impression que ça vient un peu de vos racines aussi. Et vous rejoignez là-dessus. Après, comme tu dis, je pense que c'est culturel. Parce que moi, Islam, je sais qu'on n'est pas né en Belgique. On est venu ici à un certain âge. On s'est adapté un petit peu à la culture et tout. Mais on a nos racines, on a notre culture. On a nos valeurs, nos traditions. C'est sûr qu'on ne va jamais exiger à un gars qui n'a rien à voir avec nos traditions, ouais, soit comme nous. Non. Mais par contre, on va exiger à ce que les valeurs fondamentales, les trucs de base qui font que les liens entre les humains sont respectés, ben on va lui exiger ça. Le respect, par exemple. Le respect, par exemple. L'honnêteté, le respect, savoir vivre ensemble. le savoir vivre, tu vois, etc. Mais déjà, je suis aussi l'exemple qu'on donne aussi aux jeunes, tu vois. Parce que c'est pas parce qu'on est coach on peut se permettre certaines choses, tu vois. Donc même entre nous, il y a souvent la team, c'est nous quatre. Il y a Kenny aussi avec nous. Donc Kenny qui est différent de nous, de moi et Maga. Maga, moi, on est très proches, culturellement, mentalité, religieusement. Kenny et Thibaut, ils sont à part. Mais malgré ça, on a une bonne communication parce qu'on se respecte entre nous. Et comme Maga l'a dit, avant toutes les valeurs culturelles, etc., il y a des valeurs de base. Ouais. Ça, c'est très important. Et même, je pense qu'on montre un bon exemple aussi aux jeunes. Tu sais, même les gros mots, ça arrive que parfois même nous... je me suis fait déchirer un muscle. Voilà, c'est pas parce que je suis coach que je ramasse pas de love kick. Il n'y a pas de problème, je me mets comme tout le monde. Tout le monde prend le même tarif. Exactement. C'est ça. Mais pour revenir juste aux valeurs culturelles, oui, il y a sûrement de ça un peu aussi, mais au-delà de tout ça, vraiment, c'est pas que culturel, quoi, tu vois, parce qu'on a vraiment, je pense que le fait, comme tu dis, les valeurs de base de bien fonctionner, mais beaucoup de gens aussi sont pas forcément au courant, de ce que c'est des bonnes valeurs de base ou comment est-ce qu'on fait pour être un homme. On n'a pas de mode d'emploi pour être un homme, c'est pas ça. La seule chose, c'est que au-delà de la religion, au-delà de la culture, au-delà des nationalités et tout ça, je pense qu'il y a des choses qui sont super importantes. Je marque juste un point là-dessus parce que vraiment, tout ce qui est respect, tout ce qui est discipline, toute la communication, parce qu'au départ, nous, on avait même des différends, tu vois, dans l'équipe pour essayer d'avoir une bonne cohésion de groupe parce que Maga Islam, ils ont une certaine facilité à discuter entre eux, parce qu'ils fonctionnent un peu de la même façon, tu vois. Moi, en fait, je me retrouve dans des situations où, tu vois, il y a des choses que, chez nous, entre guillemets, tu vois, on peut. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, tu vois. J'ai pas d'exemple concret, mais c'est des bêtes choses, tu vois. Et qui finalement, tu vois, eux, de par leur culture, c'est un drame, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et donc, au début, vraiment, je me retrouvais dans des situations où je me disais, mais j'ai pas fait un truc de ouf, tu vois. Et en fait, mais heureusement, tu vois, eux aussi, ils ont cette capacité à comprendre l'autre, la personne que tu as en face. Tu vois, c'est pas parce que t'es pas comme eux que tu n'as pas cette capacité à développer une compréhension, tu vois. Parce que
on est passé par des clashs. Hein. Franchement, Ouais, c'est on vrai. s'est déjà disputé de fou. On n'a jamais vraiment remis en doute, tu vois, notre collaboration, mais on s'est déjà disputé. Ouais, mais quoi, est-ce que tu c'est vois. pas ça justement qui est bien? Si, et c'est ça Parce que que j'allais dire. t'évolues en tant qu'humain. C'est Et ça en que tant j'allais dire, qu'homme. parce que tu vois, justement, c'est moi ça j'ai qui déjà eu fait- des associations, tu vois, et des associations qui sont mal passées parce que justement, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de... Et je pense que la base de toute bonne association, et c'est comme dans un couple, tu vois, finalement, c'est bateau de dire la communication, mais c'est surtout le clash aussi, tu vois, c'est le fait de pouvoir accepter ce que l'autre y ressent, c'est le fait de pouvoir accepter ce que l'autre il a à dire, et de la manière dont tu vas le recevoir, et la manière dont tu vas lui rendre aussi l'image que tu as de lui, tu vois. Et quand c'est fait dans le respect, il y a aussi l'écoute. Exactement. Quand quelqu'un te dit ça avec un ton un peu, enfin je sais pas, un ton, tu vois, que t'aimes pas, t'écoutes pas. Mhm. Mais quelqu'un qui vient chez toi, avec qui tu as un projet, il te dit voilà, frérot, ce que tu as fait, ça se fait pas, ceci, cela. Lui il dit son avis et puis vous Bien sûr. respectez. Mais tu vois, mutuellement le et vous prenez en fil compte. conducteur dans tout ça, c'est la bonne intention. Tu vois. On Exactement. part du principe que ça soit Islam, que ça soit Thibaut ou moi, ou même les gens de la salle, on part du principe qu'on s'aime tous, on se respecte tous, Mhm. et on a tous une bonne intention l'un vers l'autre. Donc quand il fait un truc que je comprends pas ou autre, ben, je me dis toujours, mais en fait, c'est parce qu'il avait une bonne intention, mais peut-être il a réfléchi différemment. et après, une fois, il y a des tensions, comme il dit, on s'embrouille une fois, et à la fin de l'embrouille, ben, on se dit, ben, en fait, ouais, t'as raison, t'as réfléchi comme ça, moi j'ai réfléchi comme ça, on se serre la main et on avance, tu vois. C'est le plus important, c'est C'est ça. des choses qui ça s'apprend en fait avec le temps, tu vois. Tu te rappelles quand il venait d'arriver à l'école et quand pour un fou, quand j'ai tapé un gars Ouais, pour c'est un vrai. fou, Tu m'avais expliqué. tu vois. T'avais raconté dans l'interview. C'est une dinguerie. Mais maintenant, tu vois, je suis plus ouvert d'esprit. Ouais. Dès que quelqu'un va Un petit peu. Hein. Juste un petit peu. Mais en tout cas, je communique plus qu'avant. Et justement, maintenant qu'on a un peu un cadre et on sait c'est quoi la cage et puis les coachs, est-ce qu'il y a la possibilité, ça les gens me posent souvent la question, de rejoindre la cage, premièrement? Comment? Et est-ce qu'ils auront à faire avec les professionnels? Parce que je sais qu'il y a énormément de gens que je connais de Namur qui m'écrivent, ils me disent, parce que je poste beaucoup, quand on est ensemble, je poste beaucoup sur vous, ils me disent, ouais, il y a moyen de s'inscrire, mais est-ce que Mofsar, il va me péter la gueule? Non, mais bien sûr. En fait, c'est 2 600 € l'affiliation annuelle et 5 Que rounds avec Mofsar dans la cage avant de commencer. Non, non. Ben, on va laisser Thibaut en parler parce que Ouais, mais enfin voilà, évidemment, tout le monde peut rejoindre la cage. En fait, c'est ça aussi qui fait la force un peu de notre club, c'est que on est axé pro-compétiteur. Vraiment, on a cette intention de vouloir faire un club de compétiteurs, mais au-delà de tout ça, on fait entre guillemets un petit peu de social, dans le sens où que ce soit des jeunes qui viennent de tout horizon, des entrepreneurs, des papas, des mamans, on a tout profil à la cage en fait. Et simplement pour s'inscrire à la cage, il suffit juste soit de passer un coup de fil, soit de venir, on vient, on remplit une fiche d'inscription et la cotisation c'est 70 € par mois ou 700 € à l'année simplement. On On va a cours tous peut-être les jours. augmenter, hein, mais On a- après le podcast, Avec l'inflation, peut-être ça va prendre là, tu vois. Mais, Oh, zéro Non, congé, pas de Noël, mais pas ça de c'est vacances vrai, c'est scolaires, vrai. rien Et en du fait, tout. Ouvert 300, vraiment, ça, ça, ouais. ce qui fait le fort de notre club, c'est qu'on a une salle totalement indépendante en fait. Et donc, on a créé notre propre structure, c'est notre salle à nous. Et donc, on n'a pas d'horaire. C'est-à-dire que, enfin, on n'a pas d'horaire. On a des cours toute la journée. Mais pour les compétiteurs, Maga, Islam, ils sont là parfois non-stop, jusqu'à pas d'heure, quand ils ont des lacunes sur certaines choses, quand il faut travailler sur autre chose. Je veux dire, on a une structure dans laquelle, en fonction du travail qu'il y a à faire, ben, eux, ils remplissent les plages horaires. Maintenant, on a des cours collectifs pour tout le monde. On a, je pense, entre 3 et 4 cours par jour. Il y a des cours au matin. Les premiers cours, c'est à 6h30. Puis on a le dernier cours, il se termine à 22h. Mais au-delà de tout ça, il y a plein de cours qui ne sont pas dans la grille horaire pour tous les compétiteurs. Maga, il prend au PAO pendant... tu comptes même pas tes heures. Même chose pour Islam. Donc, fatalement, c'est ça aussi, encore une fois, qui fait notre force, tu vois. Et justement, pour rejoindre cette question, c'est une question assez intéressante. C'est passion ou business? Business Et vous l'avez un passionné. peu expliqué au début quand vous avez commencé. Business passion. passionnel. Est-ce que vous avez commencé ça parce que vous avez dit c'est un bon business ou parce que c'est la passion qui a parlé? Sincèrement, si on avait commencé ça pour l'argent, on aurait arrêté depuis longtemps. Ah, le business Sincèrement. plan, il est Et KO. je te parle même pas de coaching, je te parle même athlète. Regarde bien, franchement, moi, enfin,
les sports de combat, c'est un truc, ça m'a toujours passionné. C'est genre, moi, je regardais l'UFC quand j'étais petit. Je me disais, waouh, même pas forcément pour moi faire des combats, mais juste, j'ai toujours trouvé ça magnifique, des hommes qui se battent. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. C'est le fait des impacts, tu vois, la confrontation, puis la panoplie en fait d'armes que tu peux avoir avec tes membres, quoi, tu vois. Et en fait, de base, je pense que pour nous trois, c'est la même chose. C'est passionnel, un truc de fou, tu vois. C'est même plus que de la passion. On vit ça, tu vois. Et il n'y a pas un moment, je pense, où l'argent où on a souhaité que l'argent réellement prenne le dessus, en tout cas au début. Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir en vivre sans se poser de questions, tu vois. Là, fatalement, on en survit un peu et parfois on se pose encore des questions, mais je pense qu'on a un club qui s'autosuffit avec une salle à nous. Déjà, rien que ça, c'est remarquable, tu vois. Donc, c'est business... Passionnel, c'est exactement ça pour moi, tu vois. Ouais, parce qu'il faut quand même gérer comme un business pour pouvoir bien sûr, vivre de ça. Bien sûr. Et puis, le but, c'est d'en faire un business, en fait. C'est la passion qui va devenir certainement un business. Tu sais, si dans 10 ans, on peut avoir 2 cages, enfin deux salles de sport en Wallonie, une 3e en Flandre, je veux dire... Pourquoi pas, tu vois, ça peut se développer. On ne sait pas réellement où on va dans ce sens, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va donner le maximum pour pouvoir être les numéros 1, tu vois. Ce qui me concerne, c'est que je ne profite pas en fait d'être coach, tu vois, financièrement, mais en tout cas, je ne changerai pas ma vie. En fait. En tout cas, j'aime en fait ce que je vis actuellement. Je profite en fait de chaque instant. Parce que dis-toi que j'étais un jeune de 17 ans arrivé en Belgique, qui ne pensait jamais être lié au sport. Et maintenant, j'ai fait des compétitions. Maintenant, je suis coach. Et je suis dans les compétitions de grappling souvent. Donc, en fait, ma vie, elle est autour du sport. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Où est-ce que ça a pris la... Ça a viré. Ouais, ça a viré. Mais en tout cas, actuellement, à 90%, elle est liée au sport. Et en tout cas, moi, je kiffe ma life pour le moment. Donc, je profite. Même c'est un cercle vertueux, en fait. Bah ouais. Mais souvent, je dis aussi, mes jeunes, donc écoutez bien, vous êtes aussi mon investissement. Donc tout le temps que j'investis, j'attends le retour aussi, tu vois. Peut-être ça va. Mon frère, il m'avait promis, en tout cas, un Raptor, dès qu'il aura un bon chèque. Ah ouais, carrément, un Raptor, ça rigole. Ouais, donc il m'a promis un Raptor, donc on va attendre ça avec impatience. Je vais poser des questions un peu plus spicy, où les gens se posent, mais ils n'osent pas vous les poser. Donc, ils me les demandent à moi, et puis moi, je passe... Attention. Première question, c'est surtout par rapport au management. Parce que les gens ne comprennent pas souvent c'est quoi le rôle d'un manager. Mais déjà, pour replanter un peu le truc, tu vois, il faut savoir que nous, donc, on a une structure qui... On a commencé, tu vois, on a commencé il y a 4-5 ans. Donc, tu vois, dire... alors oui, évidemment, je suis manager, tu vois, mais on a ce truc, en fait, qui est de... on grandit, en fait, avec le projet, tu vois, on grandit. Donc, je pense que dans 10 ans... je serai peut-être le manager que j'ai envie de devenir, tu vois ce que je veux dire. Et là, actuellement, je travaille sur mes compétences. Et le rôle, là, actuellement, en tout cas, quand on a lancé la cage, pour moi, je pense que le plus important, c'était d'être un tampon, en fait, tu vois. C'est bizarre de dire ça, mais d'être un tampon entre l'athlète et les coachs. Comme on était tous ensemble et qu'on avait une structure où, justement, on a la possibilité d'avoir 2 coachs, un manager et des athlètes, ça me permettait, moi, en fait, d'être très proche des athlètes, très proche des coachs. Il y a parfois des non-dits, tu vois, ou des choses qui ont un petit peu de mal en communication, tu vois. Et donc, voilà, moi, je communique un petit peu avec les 2 parties et puis on essaye de faire quelque chose de grand. Et puis, évidemment, ça, c'était au tout début de la structure et j'ai gardé cette compétence-là parce que finalement, elle est super importante, tu vois. Et après, au sein de la structure, le rôle, c'est trouver des combats, trouver des organisations, négocier des primes. Et finalement, là, ici, oui, j'ai le nom de manager, mais on est un peu tous les 3, en fait, dans ce rôle-là, tu vois. Je n'ai pas envie de m'attribuer réellement ce rôle, dans le sens où tout est calculé ensemble, tu vois. Je vais, par exemple, trouver des opportunités.
je vais de toute façon en discuter avec eux. Non, mais tu vois. il essaie de rester modeste, mais il Non, fait non, mal. Ouais, il y a Tout ce qui est sur les réseaux, les vidéos, c'est lui qui fait Ouais. le montage. Justement, Le jour je- où on va quelque part, on fait les trucs, il a pesé, il est tout le temps là en train de filmer, si, ça. Ouais, il est quand même omniprésent. Il n'est pas là juste Voilà, pour non, signer des bien contrats. sûr. c'est- nous sur Instagram, ce que tu vois, c'est juste une vidéo de 10 secondes, 30 secondes, Ouais, une tout ce minute. qui compte, Mais quoi. derrière, lui, il a filmé longtemps, il s'est déplacé, il y a ce côté-là, il y a le côté de répondre aux gens, les numéros de téléphone que les gens qui appellent pour les courses, c'est lui qui gère, imprimer les horaires, les faire ci, faire ça, Mais bah, ça, c'est réserver plus le des côté hôtels. administrateur, tu vois. Ouais. Mais, voilà. Mais ce que je veux dire, dans Ouais, son c'est le rôle manager de de la salle. manager, Ouais, voilà, c'est ça, dans ouais, son c'est rôle ça. de manager, ça intervient. En Parce fait, que- en tout cas, il fait le maximum possible pour que moi et Maga, on a la tête que concentrée sur les entraînements, tu vois. Et surtout, dès qu'on s'approche de combat, où on a championnat d'Europe ou championnat du monde, moi et Maga, on n'a pas la tête à ça. Ouais. Donc, même rien que là, au championnat du monde en Ouzbékistan, il est venu exprès, juste pour être avec des gars pour aller à la salle de sport, pour le cutting, pour le poids, etc. Donc, ce qui nous a énormément aidé, parce Bien que sûr. nous, on est débordés, en fait, avec Ouais, le coach. surtout quand vous avez plusieurs sportifs. Bien Ah sûr. ouais, c'est Les- ça. Il y a des clubs, ils viennent pour un seul. Vous avez là 2-3 sportifs. Ouais, ils déjà, essaient on de avait gérer. nos sportifs à nous. Et en plus, après, moi aussi, en tant que coach de l'équipe nationale belge, je dois aussi être dans le coin des autres athlètes, des autres clubs. Donc, moi, j'avais un peu deux casquettes. Ouais. Tu vois. Et souvent, franchement, les championnats d'Europe, les gens ils pensent, ouais, vous partez en Albanie, Ouzbékistan, Non, c'est Serbie. super les gens, ils se rendent fatigant. pas compte. Franchement, Tu la reviens, Serbie, t'es j'avais KO, hâte de t'es rentrer. mort. Ouais, J'étais je te jure. épuisé. Ouais, J'ai dormi 3 2 jours jours, après, tu fais déjà rentrer chez toi. t'en Ah as- ouais, c'est c'est trop Mais trop en dur. plus, si tu as des défaites et si tout le monde est Ouais, sorti, Ouais. je te jure, tu passes les jours les plus noirs Ah ouais. de ta vie. Laisse tomber, Déprimé. tu vois. Laisse tomber. Et t'as quoi à répondre justement à ces rumeurs où ils disent, bah, moi je connais maintenant l'envers du décor, mais où ils disent cette rumeur qui dit que les managers se mettent plein les poches sur le dos Non, des athlètes, sur mais c'est le comme dos je de dis, leurs en fait, sportifs. En fait, c'est comme je dis, tu vois, nous, bon, c'est à notre échelle, tu vois ce que je veux dire. Sans aucune prétention, on n'a pas encore signé un contrat à 1 million, tu vois ce que je veux dire. Donc, C'est ça. se dire sans mettre plein les poches, c'est quoi? À partir de combien est-ce que déjà j'en ai plein les poches, tu vois ce que je veux dire? Parce que même si je prends 4 000 euros sur une signature, par exemple, hein, ok, on n'a jamais pris 4 000 euros, j'ai pas encore pris 4 000 euros sur une signature, mais je veux Pas dire, encore, pas encore. pas encore, tu vois. Mais je veux dire, est-ce que réellement, tu vois, c'est ça sans mettre plein les poches, tu vois? Parce que tu as tout un travail de dingue, en fait, derrière, tu vois. Et par exemple, à notre échelle, hein, et je parle pas d'autres managers, mais chez nous, par exemple, hein, le jour où on va signer un énorme contrat pour un de nos athlètes, on le suit depuis qu'il est petit, tu vois ce que je veux dire. On crée une structure pour qu'il ait une vision à 360 degrés et qu'il puisse se projeter du moment où il a un rêve et où il peut réaliser ce rêve. Nous, on l'a accompagné jusque-là, tu vois. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'investissement que tu fais aussi en Bah ouais. argent en tant que manager. Mais bien sûr, que les gens bien ne sûr. voient pas. Les gens, Non, ils voient bien toujours sûr. le contraire. Enfin, ouais, t'as vu, il a signé 20 000, il a pris 5 000. Mais derrière, Non, il a mais peut-être payé ça, 20 000 de sa poche c'est ça, tu vois. la dernière année. Ouais, mais regarde, normalement, en fait, en tout cas, la moyenne, c'est 10% à chaque fois C'est ça. sur le salaire. Donc, comme Thibaut le dit, si jamais un jour il prend 4 000 euros, ça veut dire qu'il a signé un contrat pour 40 000 euros. Exactement. Donc, Ouais. le gars, il reste quand même à 36 000 euros, tu vois. T'imagines, 10%, Et tu sais, c'est quoi? là, je connais les contrats de certaines agences de management et ça va jusqu'à 20-25% sur la prime. Et pas que la prime, on l'avait même vu sur les séminaires. Des fois, ils prennent 20% Ouais. et 20% sur différents trucs. Et Mais puis ça sur fait tout 40, ce qui ça fait- tourne en fait autour d'eux, tu vois, tout Ouais. ce qui tourne Donc, autour ouais, du management, ouais, donc en fait, c'est- tu vois. Toutes les opportunités qu'ils trouvent, ils prennent un Moi, je pourcentage. trouve- C'est pour ça qu'il y a les rumeurs aussi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de dire. Mais c'est un vrai maintenant- travail en fait. C'est comme C'est ça. être administrateur d'une entreprise. Tu sais, tu ramasses parce que tu as fait tout des process en fait, tu as mis des trucs en place pour que justement tu puisses faire de l'argent. Donc même si tu t'en fous plein les poches, et je le souhaite à tout le monde, pour moi c'est mérité, tu vois. Ouais, mais aussi, il faut juste avoir de la transparence avec l'athlète. Je pense que le contrat, il est signé. Il n'y a personne qui oblige l'athlète à signer le contrat. S'il voit que 15%, il doit donner 15% de prime, ben, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Après, ce que tu racontes, c'est des cas assez spécifiques, tu vois. Ça arrive que... Mais maintenant, je pense que Ça nous actuellement, concerne pas c'est de vraiment. rare de... Ouais, c'est ça. C'est parce que ça, moi, je tu connais vois. maintenant comment Voilà. ça se passe chez vous. Et Je je sais pense que que c'est si le contraire. si tu vas voir peut-être dans d'autres structures et tout ça, poser ce genre de questions, ça a plus de Elle va. sens parce que chez nous, on est beaucoup plus, on est fort, tu sais, sur l'humain, sur l'encadrement complet. Tu vois, on n'a pas encore été chercher un athlète à l'autre bout de la planète et lui dire bon tiens, on te manage, on te prend 20%, 10% sur tes contrats. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois Là, ce que ça je a veux du sens quand on parle de quelqu'un du UFC
qui vient chercher un gars en Ouzbékistan et qui va lui dire vas-y, Voilà, bats-toi c'est pour ça, tu moi. vois, Et, c'est ça, et il ouais. s'en fout de la personne. Il se dit juste c'est un gars, il a 10-0, il peut faire un 15-0, il va devenir champion et il s'en fout du gars. Ouais. C'est ça, Non. tu vois. Et un autre truc qui est intéressant de savoir, c'est niveau combat. Comment est-ce qu'on trouve les adversaires et est-ce qu'il y a déjà eu une fois où vous trois, vous êtes dit ah non, mon combattant, il va pas se battre contre lui. Il va perdre à 100%. Déjà, il faut s'adapter au profil. C'est-à-dire, tu connais ton gars, tu sais de quoi il est capable, tu sais de quoi il n'est pas capable. Tu vois, parce qu'on te propose un combat contre un tel, tu vas pas signer parce qu'on te le propose. Tu vas aussi gérer un petit peu, tu vois. En fait, les gens voient ça tellement mal, mais t'es pas, tu gères une carrière. Ça veut dire que tu veux construire ce jeune. Bien sûr, nous, chez nous, tout le monde le sait et tous les organisations te le dira, on ne cherche pas des victimes pour nos gars. On cherche des challenges, mais non plus, on n'est pas aveugle. On ne va pas lui mettre un mec qui est beaucoup plus haut sur lui parce qu'il va le détruire et ça risque de briser une carrière. Ça risque que le mec, après, il prend un KO, il ne veut plus jamais remonter. Ou alors, ça peut, comme tu dis, pour répondre à ta question, oui, ça nous est déjà arrivé de pas prendre un gars parce que c'est pas le bon moment, parce que le mec, le schéma, il est blessé, parce que ça fait 3 semaines, il s'est pas entraîné. Parce que c'est normal que ça serait bête de notre part même d'envoyer un mec qui est pas prêt face à un gars. On sait que c'est une machine. Mais ça nous est déjà arrivé de prendre un gars en face. On parlait de l'exemple d'Abdul Malik. Abdul Malik, il a combattu au championnat de Belgique. Il a gagné. 2 semaines après, on lui a proposé un combat à l'ESC pour le titre intérim, ceinture, ouais. qui était très intéressant, mais le garçon, il était tombé malade, fort, mais parce que l'offre était intéressante, l'adversaire, oui, il était fort, mais je connais Malik, je sais qu'il était capable. Même si on sait que ça va être un combat très difficile, on l'a quand même envoyé. Pourquoi ? Pour montrer aux gens qu'en fait, ce garçon, il est bon. Parce que comme ça, il tape un peu dans l'œil et on peut essayer de le faire re-signer un contrat dans une grosse ligue comme l'AEC. Et en fait, c'est juste des décisions que tu prends en fonction en connaissant ton gars que tu entraînes, en connaissant son parcours, en connaissant un petit peu dans quel état il est actuellement. Et tu manages le gars, ça fait partie du management, c'est comme ça. C'est comme ça que tu construis une carrière. Une carrière aujourd'hui, elle doit être construite. Tu ne dois pas juste t'entraîner et prendre le premier qui vient. Non, tu construis un petit peu ta carrière, tu gères un petit peu les gars pour que, si tu sens qu'il est prometteur, pour qu'il augmente, pour qu'il monte et qu'au final, tu en fais un produit qui va vivre de ça pour lui, qui va gagner sa vie et qui va aussi te faciliter parce que tu vas prendre des pourcentages sur lui. Après, la différence, elle est forte entre professionnel et amateur. Professionnel, tu vas construire correctement et tu vas vraiment choisir des gars pour que ton gars se propulse. En amateur, généralement, on sait que le niveau est plus ou moins le même chez tout le monde et on sait qu'on est un des meilleurs clubs actuellement et qu'on a un niveau quand même assez élevé. Généralement, c'est les gens qui nous refusent que plutôt que nous, on refuse les gens. Quand c'est un amateur, on le dit avec Islam, on dit il n'y a pas de game plan, il n'y a rien. Vous devez être prêt à tout. Parce que vous devez aller à Uzimaf et Uzimaf, tu n'as pas le choix. C'est un tirage au sort. Sur le tirage au sort, tu peux tomber sur le champion du monde l'année passée. Premier tour. Ouais. Voilà, premier tour. Ouais. Est-ce que tu as eu le année. choix ? Voilà, par exemple, tu vois. Ou celui de cette année, ouais, par exemple. Tu n'as pas eu le choix, tu dois accepter le gars. Et du coup, en amateur, tu n'as pas le Combien choix. de combats en une semaine ? Ça peut être maximum Tous les jours. 4-5 cas. 4-5, Ouais, ça peut c'est monter max, jusqu'à c'est 5. six. C'est plus facile de perdre, c'est quoi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est- Et en fait, le truc, c'est ça, c'est très dur de tous les jours affronter un adversaire, rester au poids, continuer, rester motivé. Tu as une blessure de la veille, tu dois continuer, etc., etc. Et je te dis, tu affrontes les meilleurs au monde. Tu Après, affrontes IMAF, les c'est meilleurs au vraiment monde. un cas à part, tu Ouais, vois. c'est un mais cas à part, ouais. mais en dehors de l'IMAF, tu vois, il faut aussi prendre en considération le mental du combattant, tu vois. Par exemple, s'il essuie 1 ou 2 défaites de suite, on va pas lui mettre un profil facile, mais on va mettre un match-up un peu plus facile, tu vois, parce que voilà, on se dit mentalement, il faut aussi qu'il revienne un peu dans la course, tu vois, parce que après 2 défaites, t'en sors pas comme si tu venais de mettre 2 KO. Bon, quoi, là, tu encore une fois, Bon. le rôle du manager, il est important. Parce qu'il faut choisir aussi. Donc, en fait, c'est quand même des En calculs. fait, Mais c'est logique en soi. vois. Ouais, c'est ça. Le souci de ça, c'est quoi? je vois Ça pas vient, pourquoi. ça vient de l'ancienne mentalité. L'ancienne mentalité, elle disait ouais, tu vas prendre, c'est bon, t'es chaud, tu vas prendre n'importe qui tant que tu t'entraînes. Moi, je sais parce que je viens du kick. En kick, c'est comme ça. En kick, c'est tu t'entraînes, t'es pro, tu prends n'importe qui. Moi, par exemple, mon premier combat kick, je suis tombé dans un tournoi. Le premier gars que j'ai affronté, je ne me rappelle plus de son palmarès, je l'ai battu par KO. Le deuxième gars dans la même soirée que j'affronte, moi, c'est mon deuxième combat professionnel. Lui, c'est au 25 combats minimum. Et je peux pas dire ah non, il est plus chaud que moi parce que c'est la mentalité du kick, elle est comme ça. T'es dans le game, t'affrontes tout le monde. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Alors qu'ici, on comprend que le MMA, il y a beaucoup d'enjeux. Le MMA, tu peux en vivre, tu peux Stratégique, carrément. stratégique. C'est complètement stratégique. Et de nos jours, si tu sais pas construire une carrière et tu sais pas gérer ton gars, pour moi, tu as une mauvaise équipe et pour moi, tu es un mauvais manager ou tu es un mauvais coach. Tout simplement. Parce que ça fait partie du truc. Tu dois savoir gérer ça. Et en même temps, il y a des mecs qui gèrent ça trop aussi, qui prennent que des victimes. Et le jour où il doit affronter un mec sérieux pour aller à l'UFC ou quoi, ils se font finir. D'où l'importance de communication entre manager et coach.
coachs. Ça, c'est là, d'ailleurs, on a signé BTT, j'aime bien en fait. BTT, c'est un manager, c'est une agence de management, et Guillaume, qui a créé le groupe avec nous et qui est vraiment en communication avec nous, avec les coachs. Tu vois, c'est pas un manager qui va dire, ouais, c'est bon, j'ai trouvé, faut accepter, faut signer. Non, elle prend notre avis, et ça, j'aime bien, en fait. Voilà, ce genre de manager, j'aime bien travailler, tu vois. Mais de toute façon, jamais que tu peux être qui tu veux, Ali Abdelaziz si tu veux, tu connaîtras jamais aussi bien le combattant que les coachs et ceux qui sont là tous les jours avec lui. Donc c'est très important. Je crois que lui, il a compris ça, justement. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi, encore une fois, qui fait la force de notre équipe, tu vois, parce que même si on est une équipe très complète et qu'on sait où on va et ce qu'on a à faire, de base, dans nos plans, c'était pas, on n'avait pas en intention, tu vois, de faire signer Movsar à la BTT, par exemple, tu vois. Et plusieurs fois, on a été approché par eux pour que, donc d'abord, ça a été JB, puis Guillaume. Mais depuis déjà quand il était en amateur. Ouais, depuis déjà quand il était en amateur, tu vois, il nous approchait pour signer Movsar et nous, on voulait pas parce que on savait qu'on pouvait lui apporter tout ce dont il avait besoin, tu vois. Et un jour, on commençait à y réfléchir, on se disait bon, si on veut aller vers un step encore un peu plus haut, est-ce que on se ferait pas entre guillemets accompagner? Pourquoi? Parce que on vient voilà, ça fait déjà 5 ans maintenant qu'on est dans le milieu, mais je veux dire, on n'a pas encore été dans des grosses ligues comme l'UFC, et donc est-ce qu'on regarderait pas pour se faire accompagner? Et puis donc c'était un peu sur la table, et un jour tu as Guillaume qui justement me contacte, ou je sais plus comment ça a été. Et directement, on a commencé à parler un petit peu de ça. Mais il faut savoir qu'en fait, avant même qu'on signe Movsar avec la PTT, l'année 2025, elle était déjà bookée, en fait, tu vois, elle était déjà gérée. Donc, tout ce qui est, toutes les ceintures, défense de ceinture, tout ce qui est déjà prévu dans l'agenda là actuellement, en tout cas, tout ce qui est AEC et en dehors des grosses ligues, on les a déjà gérés, tu vois. Et on s'était juste dit, on veut signer avec un manager de renom maintenant et une bonne équipe. Et Guillaume, franchement, on s'entend super bien avec, c'est quelqu'un de très correct. Donc, on a décidé de signer avec lui dans l'idée de se faire accompagner le moment venu et pas juste se dire tiens, on prend ce type là pour aller à l'UFC, comme ça on est tranquille. Non, on va créer du lien, tu vois. De la même manière comme on fonctionne avec nos athlètes, on se dit tiens, on va créer du lien avec un manager pour justement avoir cette intention d'aller tout péter dans les grosses ligues, tu vois, et de pouvoir négocier les meilleurs contrats, les meilleures primes, les meilleurs adversaires, tu vois, quelque chose de très judicieux, quelque chose de très choisi. Et donc là, maintenant, on avance. On a tellement une équipe solide autour de Movsar qu'on n'a aucun doute, tu vois. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais on sait qu'on va le faire, tu vois. Et l'important, c'est même pas le temps, c'est l'intention et l'énergie qu'on va y mettre. Je pense qu'il y a une synergie autour de lui qui fait que actuellement, zéro doute dans sa tête comme dans la nôtre, tu vois. Et parlant de ça, justement, quel est le combattant le plus prometteur? Chacun de vous, à qui vous pensez quand on vous dit ça? On peut pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. C'est ça que je vous demande, gros. Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui le combattant le plus prometteur? Mais qu'est-ce que tu appelles prometteur? C'est ça. Qu'est-ce que tu appelles prometteur? Qui va vous mener là où vous voulez être? Je pense que chacun peut. Ouais, c'est ça, exactement. Par exemple, regarde, il y a un truc qu'on a oublié d'en parler, c'est Fadi, par exemple. Fadi vient de signer au PFL. D'ailleurs, je l'annonce directement ici en live. On l'a juste annoncé. On l'a juste annoncé à la salle, mais Fadi va signer au PFL. Ah ouais, tu l'as déjà annoncé? Félicitations. Ouais, on l'a dit à la salle au cours des On l'a moments. déjà signé, ouais. Et vous avez déjà fait la vidéo? Non, on n'a pas fait On de n'a pas vidéo, fait mais la ça vidéo, va mais arriver on va bientôt. sortir avant que Dito le sorte. On va être plus rapide que Dito. T'as fait vite, hein. Et du coup, pour nous, déjà, c'est une réussite. Parce que lui, normalement, si tout va bien, il va faire quelques combats là au PFL. Après, il va rentrer sur le tournoi à 100 000 euros, peut-être le tournoi à 1 million d'euros, etc., etc. Il va monter. Et du coup, c'est déjà une réussite. Tu vois, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une percée pour lui. Après, chaque personne, en fonction de son âge, en fonction de son profil, en fonction de comment il a ses chances et il a sa destinée entre les mains. Tu vois, on parle beaucoup de Movsar. Movsar, il a son chemin. Fadi, il a son chemin. On a d'autres gars qui arrivent. On a Joey, Idriss qui arrivent, sans oublier Lacha. C'est dur Chacun de dire. nous apporte Lui, quelque voilà, chose. ouais, c'est ça. Chacun apporte son truc. Et en fait, ce qui est trop fort en tant que coach, c'est que tu fais partie de chemin de chacun. Et ça, c'est trop fort. Ouais. C'est parce que tu sais que lui, il va réussir ici, ben, t'en fais partie. Lui, il va réussir là, et t'en fais partie. Et lui, c'est là-bas, ben, t'en fais partie. Et ça, c'est très... ça fait chaud au cœur. Tu sais, même si on a cette intention de vouloir faire des machines de guerre avec chaque profil qui arrive, tu vois, chez nous,
il y a quand même un truc, c'est que même si donc, on se dit, ouais, lui, c'est le plus prometteur ou quoi que ce soit, on a aussi des profils où, humainement, ils nous apportent tellement de choses, tu vois. Et ils viennent d'un point tellement zéro et ils arrivent à un niveau qui est, je vais dire, normal, mais qui finalement, c'était tellement improbable et qu'on se retrouve dans des situations où, moi, je prends cet exemple de Lucas parce que c'est incroyable, tu vois. C'est un gars, il est arrivé chez nous. Lucas, Dylan. Mais Dylan, il avait déjà un background, tu vois, mais Lucas, il est arrivé, il avait rien, tu vois. Et il est arrivé, il savait même pas s'il voulait faire des combats, tu vois. Et il a commencé 2 entraînements, personne ne le remarquait. Et puis finalement, il était tout le temps là. Donc, fatalement, tu sais, tout le monde commence un peu à s'intéresser à lui, puisque comment ça se fait. En plus, je pense qu'il a déjà 25, 26 ans, peut-être 27. Et il est militaire, tu vois, mais voilà, il venait un peu pour se jauger. Et là, finalement, il fait vice-champion de Belgique, tu vois, au championnat de Belgique, mais juste parce qu'il avait envie de se jauger, tu vois. Et finalement, il nous a apporté énormément de choses, nous, parce qu'on se dit, mais purée, tu vois, on a un gars qui vient de nulle part, qui fait rien, qui avait aucune, comment on dit, pas compétence, mais aucune... Pas de prérequis, tu vois, pour devenir un combattant de MMA. Et maintenant, il peut le dire, je suis combattant de MMA. Tu vois ce que je veux dire? Il est vice-champion de Belgique. Il a 4-1. Tu vois ce que je veux dire? La plus satisfaisante, c'est ça. Quand tu sais que le mec, il est talentueux, tu sais qu'il va monter. Mais quand tu vois un mec comme ça, lambda, qui arrive et qui suit un peu ce que tu dis, et boum, le mec, il se transforme. Et ça fait... Tu sais, au début, sincèrement, je ne le prenais même pas au sérieux, tu vois. Et là, quand on m'a dit, Maga, elle a dit, ouais, on a envie de faire un premier combat MMA, je me suis dit, mais nous deux, même, on discutait, on disait, choqué. Gros, doucement, tu vois ce que je veux dire. Il termine vice-champion de Belgique, il lui manquait juste un petit peu, il lui manquait un peu d'expérience, tu vois. Ouais. Mais les émotions, comme tu le dis, ce qu'on a vécu avec lui, c'était quelque chose d'incroyable. Je suis désolé pour le public, mais ils ont diplomatiquement esquivé la question. C'est quoi? C'est qui le plus prometteur? C'est tout le monde. Ouais. Mais après, c'est vrai, je comprends. Moi, je comprends. Les gens, ils veulent les trucs un peu, mais c'est vrai. Moi, j'ai une réponse. Le plus prometteur, c'est la cage. Non, mais toi, moi, je regarde. Et justement, ça, c'est tout le positif, et vous avez des gars bien, etc. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une déception par rapport à une personne? Il y en a eu plein. Il y a des déceptions chaque semaine. Parfois, il y a même des déceptions chaque entraînement. Chaque entraînement, parfois, tu as des déceptions. Et le plus gros clash que vous avez eu avec un combattant? Quelle est la raison qu'on peut avoir dans un club? Qui va clasher avec nous, frère? Non, mais ça dépend. Ça dépend ce que tu as fait. C'est de la déception. C'est quoi un clash pour toi? C'est quoi un clash? Une dispute. Par rapport à ce domaine. Mais déjà, franchement, il n'y a jamais eu vraiment de dispute. Tu vois, parce qu'une dispute, dans le sens, c'est quoi? Pour moi, une dispute, c'est un manque de communication. Il n'aimait pas, je sais pas, la gestion, la manière de faire. Il y a déception, oui. Vraiment déception. Tu vois, on était vraiment déçus de certains. Regarde, c'est simple. Nous, on donne tout ce qu'on peut pour les gars. Parfois, ça arrive avec tout le monde, ça peut arriver, des choses ne vont pas, ça va plus ensemble. On a une certaine mentalité qu'on maintient de début depuis qu'on a commencé, c'est comme ça. Il y a des gens au cours de route, ça peut ne plus leur convenir. D'accord. Après, ils décident de quitter le train, Le truc, c'est ça, c'est aussi que le côté, le métier, entre parenthèses, du coach, c'est très ingrat dans le sens où le mec, quand il était inconnu au bataillon, quand le mec, c'était juste un gamin qui traînait dans la rue, tu l'as pris, tu as cru en lui, tu as investi du temps en lui. Comme moi, par exemple, au début, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans avant que je parte en Suisse. Et pendant que j'étais en Suisse, pendant les 3 ans où j'étais lui, Islam, jour et nuit, était avec eux. Et une fois arrivé à un certain stade où, comme c'est un produit déjà fini et que le mec là, il est pro, maintenant, il est demandé par tout le monde. Voilà, il est demandé par tout le monde, bah, il peut y aller où il veut. Et du coup, il décide d'y aller. Et le truc, c'est pas le fait qu'il décide d'y aller, ok, pas de problème, mais dans la manière qu'il y va. Ouais. Et ça, c'est très décevant. Et ça il te remet en question. Voilà, il te remet en question. Il se dit qu'il aurait pu être plus loin que ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas toi. Alors qu'en vrai, il ne serait même pas là s'il n'y avait pas toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a plein de choses comme ça. C'est la manière qui est la plus importante. Ce n'est pas le fait. Le fait, ça peut arriver à tout le monde. Je suis tout à fait conscient. On est tout à fait conscient que demain, nos meilleurs éléments peuvent nous quitter. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la manière de faire. Comment est-ce qu'on le fait? Quand tu pars en disant... voilà, vous m'avez rien fait, bah, c'est vrai que c'est très blessant, c'est très touchant, mais tu peux pas te laisser toucher par ça, tu es obligé d'avancer. Dans la deuxième partie, ici, on va parler de tout ce qui est entraînement, routine, préparation physique. Donc ici, on a Kenny qui n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, mais vous avez sûrement les réponses à toutes les questions qu'on a pour lui aussi. Comment se passe une routine d'entraînement en une semaine, par exemple, d'un combattant, amateur ou pro? Comment on organise? Combien de fois on fait le sol, striking, préparation physique?
Comment ça se passe? Bah, c'est simple dans le sens où il y a déjà un horaire fait. Par exemple, on va dire on a un horaire qui est affiché à la salle. Le lundi, par exemple, ils ont un entraînement fixe le lundi soir à 18h, puis le mardi matin, puis le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, vendredi matin aussi. Il y a une grille, on va dire, qui est en place, qui ne change jamais. Mais en plus de ça, ils ont des entraînements qui s'ajoutent. Comme par exemple des entraînements physiques avec Kenny, 2 fois semaine. Qui viennent s'ajouter sur les jours de la semaine. Par exemple, certains, ça va être le lundi, d'autres, ça va être le mercredi, et ainsi de suite, en fonction de... Parce que tu peux pas prendre tout le monde en même temps, donc du coup, il les met, il fait des groupes de 2, il me semble, et il les met chaque jour, 2 personnes chaque jour. Après, il y a encore des entraînements en plus le matin avec moi, où je travaille un petit peu tout ce qui est technique, etc., en striking, avec eux. Puis après, tu as les moments où Islam il vient pour faire par exemple un truc spécifique. Imaginons si le combattant il doit affronter un mec qui doit aller au sol, etc. Bah, Islam il vient travailler 1 heure avec lui en privé, etc. Donc ils ont une grille, on va dire, définie sur la semaine. Et en plus de ça, ceux qui doivent combattre, bah, ils ont des heures qui se rajoutent. Et quelle discipline ou quel entraînement prend le dessus? Est-ce qu'on fait plus de striking, plus de sol, plus de préparation physique? Pour moi, je suis coach de striking. Mais je dirais, pour moi, on peut faire 50-50. Mais c'est mieux de faire 70-30, 60-40. Plus le Ouais, sol. je suis d'accord, tout à fait. Ouais. De toute façon, MMA, le combat, il commence debout. Moi, en fait, mon travail, c'est que déjà que personne puisse les amener au sol, et même s'ils les amènent au sol, qu'ils soient très dangereux au sol. Donc pour moi, c'est comme ça qu'ils vont devenir le plus complet possible. Après, je vais pas te mentir, même moi, à l'époque, j'ai fait du striking, donc moi, ça me dérange pas. Je kiffe tout comme lui, cette discipline. Et lui, je sais aussi, il a fait du sol, donc parfois, même lui, il m'envoie des vidéos. Et les chiants, parfois, elle m'envoie des vidéos, regarde cette technique et tout au sol et tout, qu'est-ce que t'en penses? Même moi, je connais pas les techniques, tu vois, donc ça intéresse. Donc je crois qu'on est complémentaires, donc il n'y a pas de problème avec ça. Bah, il me semble que lui, il a commencé au sol et il a continué striking, et toi, tu as commencé Exactement, striking. Et t'as bah, commencé c'est ça, vraiment ce qui s'est passé en fait. C'est ça tu qui vois. est fou. Ouais. Ouais. Et moi, il n'y a pas de genre jalousie, etc., que les jeunes ils préfèrent plus de Après, tu striking, vois, on a tous etc. les deux une vision MMA. Ça veut dire que Tu vois, lui, c'est même ça. s'il vient du sol, il va penser MMA. Moi, je viens du striking, je vais penser MMA. Si je vois une technique en kick qui marche bien, mais qui est inutile en MMA, bah, je vais l'enlever tout de suite. Pas parce que c'est stylé que je vais la faire. Ouais. Et c'est comme ça. Et aussi, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, le sol, c'est plus important que le striking. C'est justement parce que tous les gars que j'entraîne, ils ont un très bon sol grâce à Islam, que leur striking, je peux le perfectionner. Parce que si tu peux être aussi bon striker que tu veux, si tu peux pas défendre le sol, bah, ton striking, il sert c'est strictement à vite rien. fini. Hein, Ouais, combat. vite fini, Ouais, bien c'est- sûr. C'est ça, la Et du force coup, du c'est MMA. ça, c'est ça qui fait, par exemple, aujourd'hui, la force des gars qui montent, c'est que je les prépare en striking, mais du fait qu'ils ont une très bonne défense de sol, ils peuvent se débrouiller très bien en sol, bah, le striking, il peut être mis en avant. Ouais, ouais. En fait, moi je trouve que tu deviens vraiment créatif en fait en striking parce que tu n'as pas peur du sol. Exactement. Tu vois, quand. Par exemple, comme dernier combat d'Alex Pereira, tu vois. Donc il ne pouvait pas s'exprimer parce qu'il avait peur que l'autre va amener au sol, etc. Donc tu t'exprimes pas. Et quand en fait, tu peux être créatif, comme mon sol, etc. Les gars, l'achat, comment il est créatif? Parce qu'il est sûr de son sol. Il sait que quelqu'un va rentrer dans les jambes, il va se défendre. Donc il peut être créatif, il peut être à l'aise debout. Donc, ça, c'est très important. Exactement. Est-ce que vous adaptez aussi, avant un combat, les entraînements, justement? Par exemple, tu sais que tu viens de le dire tout à l'heure, si le combattant, enfin l'adversaire, il est fort au sol, est-ce que tu changes l'intensité? Tu dis, voilà, Bien toi, sûr. tu es bon au sol, Bien mais sûr, il bien faut sûr. un peu plus. Surtout en professionnel. En professionnel, on sait qui on va affronter à l'avance. Et du coup, tu étudies un petit peu, on regarde avec Islam, on s'assit, on se met devant la vidéo. Bon, Islam, de son côté, il repère tous les points forts pour tous les points faibles. Moi, de mon côté, je repère les points forts, les points faibles. On les met ensemble. Du coup, on fait un game plan. Bah, avec lui, par exemple, il faut travailler ça. Comme le dernier combat de Moussar, bah, on savait qu'il fallait travailler le calf kick qu'on appelle en bas et puis monter la jambe en haut. Bah, à l'entraînement, bah, par exemple, c'est tout le temps travailler les zones parties en bas, remonter en haut. Donc, tu travailles autour du thème que tu dois appliquer. Et aussi, ce qui change aussi, c'est l'intensité. Par exemple, le mec, s'il s'entraîne simplement normal, sans date de combat, bah, il va juste s'entraîner aux entraînements normaux. Il va venir juste s'entraîner, il n'y aura rien de plus. Ou alors, si je fais les power avec lui, ça va être 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds maximum. Par contre, si je sais qu'il a un combat de prévu et que ça va être plus chaud, c'est un vrai combat, bah, on va augmenter, on va mettre 8 rounds, on va mettre 10 rounds de power au sac pareil. Et selon vous, c'est quoi si on devait choisir 2 disciplines pour le MMA, les 2 les plus importantes? Maintenant, dites-vous que il y a un combattant, enfin forcément, tu dois te concentrer sur un truc, mais les 2 disciplines. Je parle de, par exemple, boxe, lutte crico, JJB, tout ça mélangé. Je vais laisser Bah, Islam moi, je répondre. dirais lutte et pied-point. C'est les 2 disciplines? 2 disciplines. Bah, lutte et pied-point. Même pas grappling, je dirais. Moi, je pense même pas qu'il faut 2. Je pense juste lutte, un peu de Ouais, grappling, c'est exactement. bon.
Exactement. T'as même, en vrai, de vrai, Ouais. hein, si t'es vraiment chaud en lutte, bah, Khabib, il a prouvé. Khabib, regarde son striking. Ouais, Il c'est l'a vrai. prouvé T'as vu qu'il ses est premiers devenu. combats, c'est. Après, Bah tu vois, ouais. la différence avec lutte classique, lutte libre, c'est qu'en fait, souvent, les lutteurs, ils savent très bien amener au sol, mais ne savent pas contrôler au sol. Donc, Les judokas, ça, ils savent, contrairement aux judokas, ça. voilà, judokas, en fait, ils Oui, savent ils amener au savent sol, ils faire un savent contrôler. Par contre, ils n'ont pas des transitions. Ouais. Tu vois. Alors, les grappleurs, ils ont du mal à amener au sol, mais ils font un très bon travail au sol. Tu vois. Donc là, c'est pour ça, comme Maga dit, là, c'est vrai qu'elle a raison. Si un lutteur, il apprend à côté de la lutte, ouais, le grappling, ouais, c'est un mix parfait. Après, il y a une subtilité. Tu peux amener au sol et contrôler et faire ta carrière avec ça. Ça, c'est l'efficacité. Tu peux gagner comme ça. Ouais, Mais c'est pas pour autant que tu vas percer. exactement. Pourquoi? Tu Parce feras que pas les carrière. MMA, les gens, ils veulent du show. Ça veut dire que quand Justement, tu éteins des gens, quand tu mets des KO, tu montes beaucoup plus vite. Que tu vois, avec Connor, tu l'as vu, il montait très vite. C'est ça aussi le beauté de ce sport, c'est que tu peux être efficace. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui, avec Islam, se dire bon, bah, de toute façon, 60, 70, 80% des fights sont gagnés au sol. Bah, vas-y, on se concentre que sur du sol. Et du coup, on ferait des machines au sol. Mais le problème, c'est que ces gens-là vont aller nulle part. Les organisations ne veulent pas signer un mec qui fait que du sol. Ils veulent signer des mecs qui peuvent mettre des KO, qui peut tout faire, qui peut mettre le show, qui peut Ouais. impressionner le public. Et ça, c'est important. Alors Et c'est que- ça le problème qu'on reproche aux IMAF, c'est qu'aux IMAF, comme le fait de bloquer quelqu'un au sol, tu marques des points, bah, du coup, bah, tous les mecs qui Ouais, viennent... t'es là, tu regardes et puis. Exactement, t'en as marre parce que ça reste ils juste traînent au sol. par terre. Ouais, ça, et surtout, pas de genoux à la tête, tu vois. Donc, dans les amener au sol, t'es beaucoup moins. Ouais, enfin, les c'est coups de beaucoup moins coude dangereux, aussi, tu ouais, vois. c'est Pas de coups de différent. coude et tout ça. Donc, du coup, t'es plus en confiance pour amener au sol, plus en confiance pour travailler au sol, Ouais. tu vois. C'est vrai que mon Après, frère je nous pense l'a que les prouvé, grosses hein. ligues, ils ont compris aussi, d'où par exemple, avant, ils signaient beaucoup les Dagestanais, les mecs de l'Est qui faisaient beaucoup de lutte. Là, de moins en moins. Par exemple, c'est de plus en plus dur aux mecs de l'Est de signer avec les grosses ligues parce qu'ils savent que c'est des mecs qui ont compris que la lutte, ça marche, bah, ils font que de la lutte et ils n'ont pas de striking. C'est pour ça, par Ouais. exemple, tu vois les mecs de l'Est partir de plus en plus s'entraîner aux États-Unis, etc. Même en Europe, on voit des Dagestanais venir s'entraîner à Paris, etc. Parce que justement, ils ont compris que sans striking, bah, en fait, ils percent plus. Et c'est Et du une des coup- raisons pour lesquelles aussi on a décidé de se faire un peu accompagner, tu vois, avec Guillaume pour aller dans des grosses ligues. Parce que Mofsar, c'est consonance de l'Est, tu vois. Donc on sait bien que ça va être un petit peu plus compliqué. Tu sais qu'on a déjà eu des matchmakers, enfin, d'autres organisations, je ne citerai pas de nom, mais qui directement nous disent ah non, c'est consonance russe, on prend pas, tu vois. On a Carrément. déjà. Ouais, On c'est a grosses déjà. ligues, hein, des grosses on a- ligues. je te Non, jure, non, hein, sérieusement. non. On a Sérieux déjà un rooster qui est. On a 2-3 russophones dedans. on a déjà 2-3 russophones dedans. On veut pas, tu vois. Ah ouais. Et franchement, quand tu y penses, c'est une dinguerie. Mais en même temps, c'est un public français qui va regarder, tu vois. Enfin, là, en l'occurrence, bon, c'était une ligue française. Donc, mais j'irai pas plus loin. Mais donc, fatalement, tu vois, eux aussi, ils doivent penser à vendre leur événement. Et s'il y a que des Russes sur leur carte, bah, ça va pas matcher. Au-delà de leur style, hein, tu vois. Parce que, attention, c'est pas parce que tu es russophone que Justement. tu mets pas de KO, tu vois. Et justement, on en parlait. Est-ce que vous travaillez, vous drillez les combattants mentalement sur la psychologie, vous travaillez là-dessus? Oh, les Dans le tortures de sens, temps en temps. Dans les... Non, je veux dire dans le Ouais, mais sens dans où une pièce. vous les boostez. Je les balade dans le coffre de mon pick-up. Non, dans le sens, vous leur montez pour booster. Par exemple, il y a un combat, tu sais que ça va être chaud, pour une raison ou une autre, et tu lui fais un petit mensonge en mode pour booster son mental. Par exemple, l'IMAF, vu qu'il sait pas qui il va affronter, à un moment donné, tu vois qu'il va affronter un des plus forts, en tant que coach ou manager, tu vas pas lui dire c'est bon, tu vas perdre. Mais tu Mais sais que ça va mais être on chaud. fait ça Moi, tout je le vais temps. juste dire ça et puis je vous laisse On fait la ça parole tout le parce temps, que, ouais. parce que c'est plus vous qui savez ça. Mais franchement, en fait, nous, dans notre tête, à partir du moment où on accepte un combat, on n'a pas de doute. On peut même pas lui montrer une once de doute. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. même si dans notre tête, ça peut arriver, tu vois, qu'on ait un doute, lui ne peut pas être au courant, tu vois. Il sera jamais au courant Non, du jamais, doute jamais. qu'on aura. Non, mais ça, c'est jamais. Déjà, même quand on sent qu'il doute, et même si nous, on se dit que, C'est on compliqué. se dit que le mec est compliqué, mais on va lui dire t'es fou, tu vas le massacrer, t'es trop fort, t'es fou, quoi. Ben, obligé. Tu peux pas lui dire il est trop chaud, vas-y, c'est impossible. En tant que coach, je pourrais pas accepter ça. Ouais, de toute façon, Pour moi, Bah, pour en moi, soi, pour tu moi, le je sais détruis que je serai déjà, dans hein. son coin. Je sais que quoi qu'il arrive, s'il faut même grimper dans la cage, je vais grimper dedans. Mais c'est impossible que je lui dise à lui, ah non, mais ça va être chaud, compliqué. Non, tu vas y aller, tu vas y arriver, c'est sûr, tu vas y arriver. Ouais, on essaie aussi de manipuler de temps en temps. En fait, on essaie de rentrer dans la tête. Souvent, on aime bien dire écoute, à l'entraînement, tu tournes avec mon seul qui est pro 4-5-0 et
tu tiens la tête à Moussa. Donc, qui, lui, juste en face, pourquoi tu tiendrais pas la tête avec lui, tu Donc il y vois? a quand même des jeux psychologiques. Bah oui, bien sûr, sûr. on manipule. Mais et ça- Souvent on dit, ouais, l'autre, j'ai déjà vu, il a aucun striking. On sait qu'il a bon striking. Mais il a zéro striking. On dit, tu vois, vas-y, tu vas le Et tu vois, dégommer. Là, dernièrement, là, en Serbie, Joel devait affronter ceinture noire, un Israélien de ceinture noire jiu-jitsu brésilien. Il va chez moi, ouais, les ceintures noires. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je dis, moi, je suis ceinture marron. Je dis, et devant moi, avec moi, tu tiens la tête. Je dis, j'arrive pas à te soumettre. Donc, tu vas le dégommer. Et la dégommer, tu vois. Donc, on le manipule, tu vois, on essaie ça. de minimaliser un peu l'adversaire. Voilà, c'est. Tu sais, un mais peu franchement, pour en revenir au tout début, moi, c'est ça qui a fait que quand je suis arrivé dans la salle de Maga, où je me suis dit, ouais, mais c'est une salle comme ça que je veux, c'est parce que justement, il y avait une part mentale qui prenait 70% de la part plutôt de l'entraînement, tu vois, et que en fin d'entraînement, on avait des discours, on avait, tu vois, des tête-à-tête, on avait, en fait, la part mentale chez nous est, je veux pas dire plus importante que tout le reste, mais elle est vraiment très, très, très importante. Elle occupe une place énorme au sein de notre club, tu vois. Est-ce qu'on peut devenir et être un bon coach sans pour autant avoir été un bon combattant ou tout court un combattant? Parce qu'au foot, il y a des coachs qui n'ont jamais été joueurs de foot, par exemple. Bah, je trouve qu'il ne faut pas forcément être un bon combattant pour devenir un bon coach. Donc, moi, j'ai l'exemple avec mon coach, qui d'ailleurs a fait très peu de compétitions et qui est un très bon coach, qui a plusieurs champions du monde. Je trouve justement, quand tu as un combattant qui a fait une belle carrière, je pense qu'il a plus du mal à devenir coach. Ça, c'est mon avis personnel parce que, tu sais, j'ai vécu ça par moi-même quand je rejoins la cage et je suis devenu coach. J'avais du mal à accepter le fait que la lumière est sur mes élèves et pas sur moi. Tu vois? Et ça, je pense que pas mal de coachs ils sont un peu restés dans ce piège. Ils sont restés en fait dans manque de reconnaissance qu'ils ont eu en tant qu'athlète. Et là, en fait, à tout prix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'agripper à son athlète, ils vont pas le lâcher. Ils voudront cette lumière à la place de l'athlète. Tu vois? Et donc ça, je trouve que c'est très dangereux. Et donc, au début, j'avais du mal, et j'avoue, et j'ai pas honte, tu vois. Au début, j'avais du mal en fait, à accepter le fait que moi, c'est le gagne, tout le monde est sur lui, pas sur moi. Et petit à petit, en fait, tu rentres dans le mécanisme et tu comprends, en fait, maintenant, ta lumière à toi, c'est à travers les résultats de ton athlète. Et maintenant, en fait, évidemment, le fruit de mon travail, c'est les résultats de mes élèves, tu vois. Souvent, on me dit, ouais, la cage, et moi, ça me fait plaisir, en fait, je sais que c'est moi à la cage, tu vois ce que je dirais. C'est toujours satisfaisant. Je rejoins ce qu'il dit, Islam. Tu peux être pas forcément avoir une grosse carrière professionnelle dans le sport comme il a dit, comme tu l'as dit aussi juste avant. Il y a des mecs qui sont très bons coachs de foot, qui n'ont jamais joué au foot. Et le plus important, je pense, c'est le mindset que tu as. Est-ce que tu es prêt à accepter que tu sais pas et que tu es prêt à apprendre, par exemple, même aujourd'hui, encore une fois. Parfois ça arrive, je sais qu'il a un très bon niveau de compréhension du sol, etc. Mais quand l'élève il vient et te dit ouais, j'avais vu ça, est-ce que tu penses que c'est bien? S'il a raison, il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut être capable, entre parenthèses, de se remettre en question, surtout être à jour, voir ce qui marche pas, parce que ce qui marchait hier marche pas aujourd'hui. C'est parce que c'est un sport qui évolue très vite. Et tant que tu as cette qualité de te remettre en question et vouloir progresser, apprendre plus en tant que coach, bah, je pense que tu évolues, tu vois. Et c'est pas forcément parce que tu as été un bon combattant. Bah, Mike Tyson, c'est pas devenu un sale entraîneur. Hein. Aussi la transmission, aussi. Des fois, ça, tu connais, il faut- mais tu sais pas transmettre. Ouais, c'est c'est ça. Et exactement. et sache Il y en a aussi que énormément, beaucoup d'athlètes, ils apprennent aussi les techniques. Toutes les techniques que l'athlète connaît, c'est pas toi qui les as appris, tu vois. Tu n'as pas tout transmis, tu comprends? Et en fait, le plus important, c'est mettre le mindset dans le club, entre les athlètes. Et après, évidemment, il y aura des techniques et tu vas transmettre des choses. Mais s'il y a un bon mindset, et regarde, il y a même des coachs qui débutent, et je connais. Par exemple, Moussa, par exemple. J'aime bien Moussa. En fait, il a réussi à mettre un âme en fait, dans son club. Et les élèves, elle a de très bons élèves. Mais Moussa, je sais que parfois, en fait, il nous pose des questions. Est-ce que tu peux m'aider avec cette technique, etc. Mais le fait qu'il a installé un certain mindset dans le club, en fait, les élèves, ils viennent souvent à l'entraînement, ils progressent eux-mêmes, tu vois. Et ça, c'est aussi... Non, je mais trouve- la graine que tu vas mettre dans Ouais, la tête graine, c'est beaucoup très plus important. importante même que tes connaissances, tu vois. Bien sûr, Et parce qu'en après- fait, tu vas lui donner à ce jeune l'envie d'apprendre. Ouais. Tu vas lui Et- donner l'envie d'apprendre, d'évoluer. Deuxième truc, et ça d'ailleurs c'est Maga qui m'avait appris, faut aussi se former en tant que coach. Donc tu restes pas à méthode et tu dis non je change pas, tu vois. Donc faut aussi être ouvert d'esprit,
Parce que le monde du MMA et même le monde du sport, il change énormément. Tu vois, chaque chose, il y a des pépites avec des techniques qui arrivent. Et même toi, tu dis, c'est quoi cette technique? Tu n'as jamais vu cette technique? Et tu vois, il faut aussi se former aussi en tant que coach. Très intéressant. On va laisser partir Islam parce qu'il a un avion à prendre. Merci du temps. Il va à Bali. Ouais. Franchement, Il va à Bali, c'est ça. On en revient aux aspects sous-estimés. Je sais que la diète est un des aspects. Parce que souvent, les combattants, pas de votre part, mais de la part des combattants, souvent, ils reviennent quelques jours avant et ils vous disent « Ouais, j'ai mangé un KFC ». Je vise personne maintenant comme ça, mais je sais que c'est déjà arrivé. Mais moi, c'est comme je disais, tu parlais plus de la diète. Moi, je trouve que le mental, franchement, c'est très sous-estimé dans le sens où un combattant qui doute, c'est presque 100% d'échec, tu vois. Mais clairement, ouais, la diète, en fait, pour moi, ça coule tellement de sources, tu vois. C'est Ouais, le manque de mais c'est connaissances. vrai, Au début, quand il vient de démarrer, que c'est un Ouais. amateur, il a du mal avec la diète parce qu'il ne comprend pas comment perdre du poids. Mais Ça après, fait- en amateur, franchement, tu peux encore performer en ayant une diète éclatée, quoi. Ouais, c'est Tu vrai, vois, c'est vrai. Franchement, Mais après, avec le temps, ça s'apprend, tu vois. Et ouais. c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a Kenny qui est toujours là, qui essaie Ouais. de les aider pour Ça essayer aide de. sûrement, Ouais, bien sûr, et- il s'occupe de tout ce qui est ouais, nutrition, à etc. fond. Il aide beaucoup, tu vois. En Et en revenir là-dessus sur lui, c'est que lui vraiment, on parlait de remise en question. Eh ben lui par exemple, et c'est ça qui fait que au début quand on parlait de qui on intègre un peu dans la cage et tout ça, on se disait le truc qu'on surkiffe avec Kenny, c'est que dans son travail, il se remet constamment en question, il se documente constamment, tu vois, et il est vraiment à la pointe un peu de sa préparation physique, tout comme Islam et Maga le sont dans leur striking et grappling, tu vois. Une autre question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il faut naître combattant ou on peut devenir combattant? Moi, pour moi, on peut devenir. La preuve, c'est qu'on on a parlé tout à l'heure, on a parlé de Justement. Lucas, on a parlé de Kyrian, de Dylan. C'est des mecs qui, au départ, Dylan, il a dit qu'il a commencé le MMA quand il s'est fait racketter dans la rue. Donc, pour te dire, voilà, tu vois, c'est. Tu peux devenir, c'est sûr. Plus d'émotion dans le fait de le devenir que de le naître. Parce qu'il y en a qui le naissent aussi. Il y en a des plus petits, tu sens chez eux que c'est comme ça. Et tu vois un enfant parfois à 2 ans, 3 ans, tu sais que c'est un enfant et il est prêt à taper, tu vois. Ouais. Et il a ça en lui, tu vois. Et il y en a d'autres, ils l'ont pas du tout, mais ils le développent. Et quand ils le développent, je trouve que c'est un peu plus fort que quand ils l'ont. Et justement, en tant que coach, est-ce que vous vous êtes concentré sur un combattant ou vous donnez à tous les combattants la même attention? Ben, la différence justement de la cage avec d'autres clubs, c'est ça, c'est que nous, on essaye de faire en sorte que chez nous, il y a un groupe de combattants. Mm. Je crois qu'on est le club qui a le plus de combattants. Actuellement, actif, on a, je crois, 25 combattants. Mm. Et tous les jours, il y a des gens qui nous demandent de venir à la salle. Tous les jours. Même des autres combattants d'autres clubs, quand ils viennent, avant qu'ils viennent, ils intègrent le club, nous, on ne dit pas oui. D'abord, il doit s'asseoir, on doit discuter avec lui, lui expliquer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, qui doit absolument prévenir son club qui vient chez nous, etc. Il y a des choses à mettre en place. Et en fait, ce que nous, on vise, c'est vraiment une équipe et pas juste un gars. Si on voulait, réellement, si on voulait juste aller monter un gars, on se concentrerait sur juste Mansart, on donnerait tout ce qu'on a pour lui pour que lui, il arrive à l'UFC et on serait content. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est dans notre intérêt aussi de créer une structure qui prospère, tu vois, et de pouvoir justement, on met au point, tu vois, des procédés, des processus qui fait que on arrive à décupler un peu ça C'est sur, ça, ouais. je ne veux pas dire sur n'importe quelle personne, mais n'importe quelle personne qui est prédestinée à vouloir faire ça. Bah, on a envie de montrer que c'est possible, tu vois, parce que on a étudié le truc, on a au préalable, on s'est déjà assis tous les trois et on s'est dit voilà, nous, de chaque combattant, voilà tout ce qu'on exige, tout ce qu'on aimerait bien, toutes les valeurs qu'on défend, tout ce que chaque combattant qui va vouloir venir chez nous, il va devoir respecter absolument ce que nous on ressent et ce qu'on veut, on veut transmettre comme image, tu vois, parce que il y a déjà eu des petits conflits internes où ils vont représenter une image ou quelque chose qui ne nous corresponde pas, tu vois. Et le fait qu'on soit tous dans la même vision, fatalement, ça réduit vachement le nombre de tensions aussi. Parce que si tu commences à avoir certaines valeurs et que tu prends d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi dans ton équipe, tu vas rencontrer en fait plein de problèmes, que ce soit en termes d'image, en termes de communication, en termes de discours, tu vois, ils vont tenir dans des interviews, qu'ils vont tenir... tu comprends ce que je veux La dire? représentation du club Ouais, aussi. c'est ça, ailleurs, tu vois. ouais. En fait, chaque personne qui va monter publiquement, c'est une représentation de nous-mêmes. On est un peu les grands frères aussi, tu vois. On montre l'exemple. Eh ben, chacune de ces personnes, c'est une partie de nous, en fait, tu vois. Les questions spicy maintenant. Qui est le meilleur striker en Belgique pour vous, les gars?
Oh, c'est large ça. Ça dépend, ça Attends, dépend attends. des points de vue, tu vois. Moi, je suis exigeant dans le sens où, par exemple, si tu me dis meilleur striker, je vais exiger qu'il sache faire plein de choses, pas qu'il soit juste bon dans un domaine, par exemple. Ouais, mais Ou alors, Ouais, est-ce mais que, c'est parce est-ce que que moi, le je vois pas la résultat, chose ça comme compte ça, aussi? tu vois, Parce que ouais. si on parle de résultats, il y en a ceux qui ont beaucoup de combats professionnels, du coup, tu es obligé de les respecter parce qu'ils ont beaucoup de combats. Donc ça dépend. tu inclus les gens de ton club aussi. Ok. Mais il peut y avoir quelqu'un de meilleur que dans ton club. Tu te dis, là-dedans, il est meilleur que celui qui est dans mon club, tu vois. Ok. Tu Laisse-moi dirais réfléchir. Toi, tu connais déjà peut-être. Ah, j'en ai trop qui viennent en tête, je sais pas. C'est dur. Celui qui te vient en premier, tu te dis, ouais, lui, c'est le meilleur striker pour moi. Là, en ce moment, en plus. Moi, je suis pas objectif en fait. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je suis pas objectif. Ouais. Parce Mais qu'il y a lui, trop de il est. choses. Ouais, mais lui, enfin. Mais on peut donner plusieurs réponses. En fait, le truc, c'est que si je dis pas Patrick, j'ai l'impression que je vais pas reconnaître son Ouais, travail. mais j'ai Respect à pensé Patrick, exactement à la même chose que toi, tu vois. Parce que Patrick, chaque J'en étais combat. tellement sûr que vous allez dire ça. Non, Non, chaque non, combat. non, parce que Non, parce qu'il justement, tu vois, pour moi, en fait, c'est là que tu vois, tu dis, ouais, enfin, qui est le meilleur striker, tu vois. Bah, en fait, c'est tellement large, tu vois. Ce En que je veux fait, dire. le truc, c'est quoi? C'est que Patrick, obligé, tu vois, c'est un sale striker. c'est Mais en même flashball, temps, tu tu dois respecter Keita aussi. Exactement. Keita, il a fait des dingueries aussi. Tu vois De ce que je veux dire? Et en ouf. plus, Ta grosse il est un pense à peu ces plus deux-là. complet dans le sens où on voit beaucoup de middle, beaucoup de genoux, nanana. Il a des, tu vois ce que je veux dire? Mais Patrick, précision anglaise, rien à dire. Tu vois ce que je dis? Donc c'est fort serré. Si je prends globalité, le striking pur avec des variétés, etc., c'est Moussard. Bah, Tu vois, j'allais parce dire qu'il la même sait, chose, ouais, gros. parce qu'il Je sait te faire jure. plein de choses. Et moi, si je prends L'anglaise, animosité, pure si je l'anglaise. prends animosité, je prends Alvi x 10, frère. tu Ouais, vois. Alvi, animosité aussi. Ouais, après, ouais. Après, si tu prends précision, le punch, Patrick obligé, tu vois. En fait, Ouais. c'est trop dur. Et si vous mettiez un de vos combattants Ouais. contre le meilleur que vous avez en tête, vous pensez qu'il va gagner? Ah ouais, attends, Ah, spicy, gros, là, c'est t'abuses, spicy, ouais. tes Spicy questions, ou pas? hein. Spicy ou pas? Spicy, c'est Tu fais spicy, quoi, tes là questions. Après, je sais pas. Tu veux des c'est pas le- tensions ou quoi? Déjà, C'est déjà, comment je vais te- envoyé. Là, Moi- il moi s'approche déjà- même, je vois. Moi, je vais répondre simplement. Je veux dire, en 61, le meilleur, c'est Moussard, c'est Ouais. tout. Ouais, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on parle de plein de catégories différentes. Ouais. tu C'est vois. ça aussi, c'est ça Alors le problème. fatalement, tu vas mettre Moss avec Alvi ou avec Patrick, c'est complètement, tu vois, c'est C'est un nonsense. Il y a pas non une plus, calache et un couteau, quoi. Tu vois, Ouais. enfin. Non, parce que cette question, elle est très spicy quand tu poses dans l'UFC et qu'ils sont dans la même Ouais, catégorie. exactement. Ici, c'est compliqué parce qu'on a des combattants, en plus, on les connaît très bien. Ouais. Quand tu parles de eux, tu te dis, ouais, mais ils sont pas dans la même catégorie. C'est ça l'avantage. Ouais, c'est Donc ça. c'est spicy, Ouais. mais pas trop en Belgique, ça va Ouais, C'est encore, c'est tu ça, vois. parce que franchement, on a un rooster en Belgique d'athlètes qui sont. Enfin, allez, on a. Si tu regardes, les meilleurs sont dans toutes des catégories différentes, Ouais. presque, tu vois. Ah Donc, ouais, c'est vrai. la question se pose pas plus que ça. Et on se mouille pas trop. une autre question, c'est est-ce que vous avez déjà vu un de vos combattants refuser un combat par peur? Il vient En fait, chez le vous, il vous truc- dit, voilà. Moi, j'ai déjà vu la peur dans le regard, mais verbalement, il Ouais. le dit pas parce qu'il y a quand même. C'est un sport d'ego. Et le go, il est grand. Et il le dit pas cash. Mais je le regarde et je vois la peur dans ses yeux. Parce que comme Islam disait tout à l'heure, où Joe était venu, il a dit, ouais, putain, il est ceinture noire. Pas de low kick, hein. J'ai dit sans faire exprès. Punaise, il a dit la On fait ceinture ça noire. après, t'inquiète. Merde. Deuxième. Mince. Deuxième, allez, Non, deux je low suis kicks. pas habitué. C'est quand que tu viens la prochaine fois? Jeudi. Bah, jeudi, on s'occupe de toi. Eh ben. Non, et du coup, il disait, voilà, ceinture noire et tout, tu ressens en fait le doute, du coup, Mhm. parce qu'il reste humain. Tu Ça vois, aussi, de- c'est fort chez le coach, c'est qu'il doit reconnaître entre le doute et la peur. C'est différent, complètement Ouais. différent. Quand Ouais, le c'est mec vrai. il a juste un doute, c'est facile. Tu sais, t'inquiète, tu vois. Mais quand il a réellement peur, là, c'est différent. Parce que s'il a peur et que tu le fais quand même y aller qu'il perd, il va dire que c'est de ta faute. Ouais. Alors que s'il a juste un doute, tu sais qu'au cours du combat, le doute va partir parce qu'il va sentir en fait, il est pas si fort. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. c'est très complexe, c'est très très complexe. Et puis Et par c'est- peur, ça c'est- peut rester un traumatisme, non Bien en sûr, mode, bien ça. sûr, bien sûr. Et bien d'où sûr. l'importance aussi de toi ne jamais lui montrer que tu pourrais douter, tu vois, d'avoir. Enfin, tu dois être impassible. Est-ce que vous avez déjà vu justement un de vos combattants se faire limite humilier, genre défoncer, Non. et vous étiez humilié, regardé? non. Non, humilié, non, mais prendre un KO, ouais, c'est très dur dans le coin. Ouais, ouais. Qui avait pris un KO? Pff, on en a eu plusieurs. Hein. Ouais, il y a eu deux, trois fois, on a pris des KO et c'était très dur. Mm. Ouais, tu dis, très tu dur. regardes. En plus, quand t'es hors du ring, tu peux pas aider. Enfin, tu sais Non, rien faire. c'est C'est pas une très bagarre dur. En générale. fait, un c'est KO, très, très franchement. dur. Mais en plus, tu sais, nous, on a vraiment. Et c'est pour ça aussi que dans le management et tout ça, on prend que des gars vraiment qui sont de notre club parce qu'on aime être proche de nos athlètes, tu vois. Et donc, quand tu as un KO, c'est comme si tu vois ton petit frère se prendre un KO, en fait, tu vois. Et tu sais rien Et- faire. et tu C'est sais pas rien l'idée. faire. Ouais, c'est très C'est dur. c'est un truc de dingue, c'est une sensation, C'est franchement. très dur. Et d'ailleurs, quand tu as un de nos gars qui combat ou quoi, mais je t'assure, c'est c'est pas une pression, tu vois, mais
Enfin, moi, c'est encore différent de Islam et Mourad, dans mon avis, tu vois, parce que je pense que je vois les choses encore différemment. Et puis, dans les grosses échéances, moi, je suis pas dans le coin, donc c'est encore différent. Par exemple, pour le dernier combat de Movsar, j'étais chez moi, tu vois, j'ai pas pu me rendre avec lui. En fait, tu ressens tellement d'émotions. C'est un truc, c'est comme si tu avais vraiment un membre de ta famille qui rentre dans une cage et qui, tu vois, donc c'est une autorisation de violence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et tu acceptes les risques. Ça veut dire que tu peux potentiellement retrouver un de tes petits frères par terre sur le sol, presque inanimé, tu vois. C'est possible. Et c'est déjà arrivé. Et c'est très, 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 très difficile, ouais. Une autre question, les gars. Un combat full striking maintenant au club, et tu mets un de vous deux, surtout le spécialiste, contre un de tes combattants, tu penses qu'il va gagner? Est-ce que tu as encore le flow pour taper? si le combat il dure 30 secondes, moi. Parce que j'ai pas le cardio. Tu n'as plus, mais technique, tu l'as. Ouais. Donc, tu es confiant. Là, je suis confiant, toujours. Je pourrais jamais douter. Mais c'est vrai que tu avais fait quand même 8 ans de Muay Thai, c'est ça? Ouais, tu as fait 4 ans de judo. J'ai commencé à 5 ans, j'ai fait de la lutte jusqu'à mes 10 ans en Tchétchénie. Et après, je suis venu en Belgique vers 12-13 ans, j'ai commencé le judo jusqu'à mes 18 ans. Puis 19 ans, j'ai commencé le pied-point jusqu'à mes 28 ans. Il est confiant, mais il a une raison pour être confiant. Non, machine à KO, gros. Franchement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que chaque fois qu'il remet les gants, tu vois, avec des gars à la salle, c'est un bain de sang, c'est une boucherie, tu vois. Non, mais c'est fou quand tu le regardes comme ça, je pense que le fait que j'ai encore. Certes, par exemple, ce que tu disais, le KO, là, j'ai voulu dire un truc, je ne l'ai pas dit, je vais le dire maintenant, parce que c'est un peu dans le contexte. Quand mon gars, il prend le KO, j'ai tellement la haine que j'ai envie de grimper par-dessus la cage et aller me battre avec l'autre. Tellement ça me met la haine. Parce qu'en fait, je pense que le fait que j'ai arrêté ma carrière, pas parce que certains, ils arrêtent par blessure, certains, ils arrêtent par, je sais pas moi, parce qu'ils en ont marre ou quoi. Moi, j'ai dû arrêter ma carrière aux circonstances de la vie qui ont fait que c'était pas mon choix. Ouais. J'ai dû le faire. Et du coup, j'ai gardé une flamme et j'ai gardé une faim de la compétition. Et c'est ça aussi que là, aujourd'hui, ok, j'ai pris 25 kilos, je suis plus aussi en forme, mais quand je mets les gants, j'ai vraiment des sensations où j'ai vraiment envie de me battre. Alors que j'ai vu des coachs, ils ont passé le truc, ils ont plus cette niaque de vouloir se battre. Franchement, il y a un aspect qui n'est pas à négliger, c'est que même si tu pratiques pas et que tu pratiques quasiment plus, comme on baigne dedans et que non-stop, on se remet en question, on fait des game plans, on réfléchit, on regarde des combats, on pense à des combinaisons. Mais en fait, d'office, tu progresses. Tu vois, donc même lui, quand il remet les gants, il teste des choses que même tu vois, qu'il a même pas pu encore mettre en place à l'entraînement. Mais fait, ça, c'est surtout l'expérience. Tu vois, par exemple, moi, j'ai tellement d'expérience là-dedans que si maintenant je vois un mouvement, même si je sais pas le faire et que je l'ai jamais fait, juste l'avoir vu, j'aurais plus facile à le faire qu'un autre qui n'a pas assez d'expérience. Tu vois ce que le corps, il connaît. Le corps, une fois qu'il analyse le truc, il voit le truc, il l'applique vite parce que ton corps, il a tellement travaillé, tu vois, tellement il est drillé. C'est pour ça que il est drillé, ouais, tu vois ce que d'ailleurs, ça, c'est quelque chose avec Mourad de très impressionnant. C'est quand tu observes les combats et qu'il est dans le coin et que tu écoutes son discours, très vite, il repère ce qui peut marcher en combinaison. Et c'est super impressionnant parce qu'il va te lâcher une combinaison. Justement, je vais pas te dire un truc parce que moi, je suis ridicule là-dedans. Mais tu vois, tac, tac, il va te dire, tu fais ça, Ouais, mais même plus compliqué parce que, tu sais, là, dire Calf t'envoie, tu sais, je vais pas dire que c'est simple, mais tu vois. Une fois, c'était marrant parce que je filmais. Mais regarde, même avec l'achat, quand il a dit, c'était quoi, feinte en bas, front kick à la tête. Justement, c'était les mêmes jours, les deux. Ouais. Et je filmais, justement, on a filmé avant, donc on était dans les coulisses. Je suis en train de filmer, il leur dit un truc. Le même truc, il voit le bon moment. Il leur dit, ils ont écouté, tous les deux, ils ont gagné. Un en 19 secondes et l'autre en 23 secondes. C'est ça. J'ai même pas eu le temps de filmer les combats. Ça, c'est l'expérience. C'est un truc de ouf, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas peur de le dire, que notre structure, on est encadré par les meilleurs coachs de la planète, tu vois. Là, actuellement, les gens, ils se rendent pas encore compte. Mais moi, quand je les ai rencontrés, je l'ai vu, je l'ai su, tu vois. Et directement, je me suis même pas posé de questions. Et c'est pour ça, souvent, ils disent, ouais, mais toi, t'as le feu, calme-toi, nanana, pourquoi, comment est-ce que... Mais moi, franchement, c'est parce que je vois le truc. Mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. C'est comme je l'ai dit l'autre jour. Franchement, et trop humble. Ouais, non, c'est ça. C'est pas une question d'humble. En vrai, c'est juste... Ils se rendent pas compte. Tu vois, pour moi, c'est juste une logique, tu vois. Ce que je sais que... Surtout en amateur, c'est facile de faire des game plans parce que tu sais que chaque amateur... En fait, le truc aussi, c'est aussi ça, le fait que je suis passé par là. Et comme j'ai gardé une fin parce que j'ai pas arrêté ma carrière très tard, bah, je comprends ce qui se passe dans leur tête, tu vois. Quand, par exemple, mon combattant, il est là et qu'il revient dans le coin ou qu'il fait un mouvement, qu'il reçoit un kick ou quoi, je ressens encore les émotions que j'ai ressenties quand j'y étais. Et du coup, j'ai beaucoup plus facile à les coacher. Et j'ai l'impression, plus le temps passe, plus je suis en train
peut-être perdre ce truc aussi parce que entre ma fin de carrière et les moments de mes combats, bah, plus je m'éloigne. Ah, mais ça Du fait coup- 2 ans que tu dis ça. Du coup, Tu fais qu'augmenter dans le coaching. du coup Ouais. je me dis, il faut vite qu'on Humilité. ramasse la moula, qu'on s'écarte de ce game. Donc, business ou passion, on a la réponse maintenant. Chaque histoire racontée façonne le monde, transformant l'inexprimé en quelque chose d'inoubliable.